Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arquet. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre et pas seulement au sens propre du terme. Mon invitée s'appelle Laure. Elle est artiste de cirque, spécialisée dans les équilibres sur les mains et la contorsion. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment une pratique aussi exigeante et précise que les équilibres sur les mains peut nourrir bien plus que la technique. La conscience corporelle, le rapport au corps, à l'imperfection, au chemin plutôt que au résultat. Et vous verrez que l'équilibre ne va pas seulement vous muscler, ça va aussi vous permettre de démonter et de remonter des poignées de porte. Mais au-delà de la force et de la technique, quand on tient en équilibre sur les mains, ce n'est pas un arrêt sur image. Au contraire, pour être en équilibre, il faut être en mouvement. On négocie en permanence avec la chute. Et ça raconte quelque chose sur la manière dont on traverse la vie aussi. Comment on compose avec ce qui vacille, avec ce qu'on ne maîtrise pas, avec ce qui nous échappe. C'est ce qu'on va explorer ensemble à travers notre discussion. Bonne écoute. Ça marche. Bonjour, comment ça va alors ? Bonjour, ça va. J'ai hâte de faire cet entretien. Mais ouais, moi aussi. C'est un sujet qui m'a pas mal intriguée et qui a fait beaucoup d'écho. Quand tu m'as posé toutes tes questions, ça m'a fait beaucoup d'écho à ce que j'ai pu vivre et étudier. Et du coup, voilà, ça me fait replonger dans des réflexions que j'avais eues il y a quelques années. Oh, ça va être intéressant tout ça, il va y avoir matière à discuter du coup. Ouais, je pense. C'est chouette. T'as pas trop chaud, ça va ? Non. On a réussi à caler le ventilo malgré la canicule. Peut-être que vous allez écouter cet épisode qui va sortir peut-être soit en octobre ou en novembre, mais nous on enregistre en août où on est sous canicule, il fait chaud. À Montpellier, dans une cuve, il n'y a pas d'air. 40 degrés, on est bien. Ouais, donc on a un ventilo qui est placé au sol et ça rafraîchit nos petits petons. C'est ça. Et il manquerait plus qu'une petite bassine d'eau fraîche pour mettre les... En vrai... J'ai de quoi faire ça, mais ça va nous prendre du temps. Si on attaque l'épisode, c'est trop tard. On aurait dû faire avant. Non, je suis ravi de t'avoir dans cet épisode du podcast. Ça fait plaisir. Moi aussi. Ça fait trop plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de voir que le sujet que j'ai choisi t'es autant parlé. C'est un sujet que j'ai pensé un peu autour de qui tu es et de ta pratique. Ce qui va être le thème de l'équilibre. Oui. Mais avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui. S'il te plaît. Du coup, je m'appelle Laure. Je suis actuellement artiste de cirque. Je suis spécialisée dans les équilibres sur les mains et un peu la contorsion. J'ai eu tout un parcours artistique un peu fluctuant. À la base, quand j'étais jeune, je faisais une pratique sportive de gymnastique. Et ensuite, j'ai découvert le cirque, qui m'avait beaucoup intriguée. Ça partait sur un autre chemin en dehors que la compétition de gym. Donc, j'ai découvert une autre façon de faire des équilibres qu'une façon gymnique. Et après le bac, je me suis lancée dans une licence d'art du spectacle, mais qui était plutôt orientée sur la danse et le théâtre. Donc, il y avait toujours des notions de mouvement, de prise d'équilibre, etc. Mais c'était pas encore les équilibres de cirque comme je peux faire aujourd'hui. Et en parallèle de ma fac, j'étais à l'école de cirque de Lyon en amateur et il y avait des cours du soir d'équilibre sur les mains. Donc c'est là où j'ai vraiment un peu découvert la discipline en tant que telle. Et après ma licence, je me suis lancée professionnellement un peu plus. J'ai trouvé une école de cirque, l'école de cirque Balthazar à Montpellier, et où j'ai fait 2 ans de formation professionnelle, donc avec un entraînement beaucoup plus poussé, beaucoup plus intensif, et où vraiment c'est là que je me suis spécialisée dans les équilibres et où j'ai découvert la contorsion aussi. Et voilà. Et maintenant, je suis sortie de l'école et j'ai un premier spectacle du coup de cirque où je mets en pratique et en mouvement mes équilibres et ma pratique. Ouais. Voilà. Le spectacle qui s'appelle comment ? Le spectacle s'appelle Voyage en Absurdie. Qui est trop bien. C'est un spectacle dédié au jeune public. Où j'ai mis toutes mes connaissances artistiques et toute ma connaissance technique, on va dire, des équilibres, et où j'ai réussi aussi à un peu mettre d'autres choses de mouvement. J'ai une grosse appétence pour la marionnette aussi. Du coup, voilà, je suis en train de... C'est ma première expérience professionnelle, on va dire. Et voilà. Ok.
Mais avant de rentrer dans plus des questionnements personnels sur la pratique de l'équilibre, déjà, Oui. j'aimerais te poser quelques questions sur la globalité. Ouais. D'un point de vue global, comment tu définirais l'équilibre? Alors, pour moi, ça reprend peut-être un peu la définition du dictionnaire, peut-être. Mais pour moi, l'équilibre dans sa définition globale, comme tu dis, c'est vraiment un peu comme les balances. Mhm. C'est toujours T'as forcément au moins deux choses qui vont être différentes ou carrément s'opposer. S'il y en a plus, c'est un ensemble de choses qui sont en opposition, mais il y a un équilibre entre... Il y a une juste place de chaque chose qui font que ça va garder un état un peu stable. Ok. C'est pas figé, mais... je sais pas si c'est peut-être très théorique, mais c'est un état où il y a par exemple deux forces qui vont s'opposer. Ouais. Je sais pas, un truc comme entre les deux sorts de Voldemort et Harry Potter, tu vois. Genre, non mais visuellement, c'est un peu ça. Oui, tu vois, il y a deux vois. forces qui s'opposent. Deux boules de feu. Et c'est le point au milieu, là, ouais. qui est en équilibre. Genre, okay. C'est toujours un peu mouvant. Ouais. Mais c'est cet état-là de choses qui est au milieu qui est la résultante de tous ces trucs qui se confrontent, qui se côtoient. On pourrait dire que c'est une stabilité qui est due à l'opposition de deux forces égales mais de direction contraire. Ouais, c'est ça. Si on reprend un peu... ouais, c'est ça. Je crois qu'en mécanique théorique, c'est à peu près comme ça aussi qu'on a défini une force dans un sens, une force dans l'autre et un objet au milieu. Et quand les deux forces sont égales, c'est le point opposées, de tension. C'est ça, c'est le point de tension. L'objet dit qu'il est en équilibre et surtout, en fait, on dit que c'est égal à 0. En mécanique, du moins. Ok, d'accord. Donc, c'est une stabilité que l'objet n'a pas de mouvement. C'est ça. Mais ça reste quand même intéressant dans ce que tu as dit parce que même si c'est stable, il y a quand même du mouvement. Du mouvement. Parce que les objets qui se confrontent, c'est des objets qui sont, je pense, souvent en mouvement, qui sont toujours en train de changer. Donc, les rapports de force sont jamais les mêmes. Enfin, ça se met à jour continuellement, tu vois. Donc, c'est pas figé, c'est pas une statue. C'est une stabilité dynamique au final. Ouais. C'est un peu paradoxal. C'est ça. C'est ça. Parce que stabilité et dynamique, c'est un super oxymore. Attention, j'ai fait elle. C'est un peu ça l'idée. Ok, d'accord. Et est-ce que cette définition, elle a changé avec le fait que tu aies pratiqué les équilibres sur les mains? Ou alors est-ce que ça a été la même, non. Elle a évolué ou... Je crois que c'est la même définition. Mais par contre, j'ai un peu mieux identifié quelles étaient ces forces qui rentraient en ligne de compte. Ok. Là, on a fait une définition un peu globale d'objets, d'éléments. J'arrive mieux à définir quels éléments rentrent en ligne de compte. T'as toute la partie mentale, toute la partie physique qui rentre en ligne de compte. Comment tu t'entraînes, qu'est-ce qui va faire que ça va plus ou moins bien marcher. Enfin, tu peux décortiquer à un point. T'as un objet que tu vas découper, redécouper, et t'analyses de plus en plus finement qu'est-ce qui rentre en ligne de compte et quels sont les paramètres qui rentrent en jeu quand tu fais des équilibres. Et ça c'est ta pratique des équilibres sur les mains qui t'a aidé à conscientiser carrément. Améliorer cette analyse-là que tu as du... Ouais, je pense. Il y a aussi, quand j'étais à la fac, quand j'avais des cours de danse, de pratique de danse, donc je faisais pas des déséquilibres, des équilibres de cirque, je veux dire. Mm-hmm. Mais quand tu apprends à faire une position, à tenir une figure, tu vois qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, quel muscle tu requiers pour rester dans une position. Et dans la partie plus théorique, on avait vraiment analysé qu'est-ce qui fait qu'on se met debout, qu'est-ce que c'est la notion d'équilibre en danse et en mouvement. Ouais. Il y avait un cours très intéressant sur la marche, comment on construit notre verticalité depuis qu'on est né, comment on se met debout, pourquoi on se met debout, et du coup on apprend qu'on est constamment en train de lutter contre la chute. Et du coup c'est un peu, là on retrouve ces deux forces qui s'opposent, de soit on chute, soit on reste immobile debout.
toute la théorie sur comment on marche, pourquoi on marche, que en fait la marche c'est une constante, C'est un constant déséquilibre, ouais. Mais dans le but d'aller quelque part, parce que ça entraîne plein de questions sociologiques, anthropologiques, anatomiques, c'est hyper intéressant. Mais je sais plus pourquoi je parlais. Non, mais c'est un peu aussi contre nos sensations, parce qu'on a l'impression que quand on est juste debout, hein, sans parler de mouvement, mais juste en étant en station debout, en fait, qu'on est au repos et qu'on bouge pas. Non. Mais comme on sent pas nos muscles travailler, quoi. On sent pas que les abdos, le dos, les cuisses, tout travaille, et donc du coup c'est un peu comme les caméras ou comme les têtes des poules là. Oui, pour le gyroscope. Pour le gyroscope, c'est ça. Genre t'es constamment en mouvement et en fait l'image elle va rester stable. Du coup, je crois que dans la vie de tous les jours, on a cette image de on reste stable, bien fixe, mais en fait non, à l'intérieur la mécanique bouge, elle est toujours en train de se réajuster, mais à des trucs des fois qui sont imperceptibles. Et je trouve ça hyper des espèces de micro-mouvements. C'est ça. C'est ça qui est intéressant justement dans cette discussion-là qu'on va avoir, de creuser un peu l'équilibre, quoi, et de se rendre compte que c'est pas du tout être stable, repos, et que c'est pas quelque chose de fixe, qui est toujours le même aussi. C'est quelque chose qui peut être stable, mais pas figé. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire la distinction. Et quand j'ai préparé un peu les questions, légèrement, mais je me suis rendu compte, ça m'a permis aussi de reconscientiser un peu ce que je faisais et de me dire, ah oui, attends, c'est pas forcément, bref. Ouais, ça t'a permis de mieux dérouler ta pensée par rapport à ce que tu entends. De poser des mots un peu plus à ce que je ressens. Ok. Est-ce que tu as réussi à en poser un peu plus pour la notion d'équilibre en globalité? En fait, je crois, ouais. Enfin, après, je pense que ça va se dérouler là dans le fil des questions, mais ouais. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ta pratique des équilibres donc cirque à quelqu'un qui la connaît pas? Parce que tu as dit que c'était différent de genre en mode de définition des équilibres ou comment ça se passe tu as dit que quand tu étais en danse, tu faisais des équilibres, mais c'était pas comme ceux au cirque. Oui, ok. Donc c'est ça en fait. Définition de qu'est-ce que c'est les équilibres du cirque. Ouais, plus ça. Alors, c'est première phrase que je dirais, ce serait que c'est apprendre à être debout, mais sur les mains et les pieds en l'air. Ok. Quand t'es petit, t'apprends à te mettre debout, à rester debout, à construire une verticalité, un corps qui se soulève du sol. Enfin, tu restes accroché au sol, mais qui s'éloigne un peu du sol. La même chose, mais à l'envers. Juste ça, je pense que ça pourrait être pas mal comme définition. Après, que dire ? En fait, ça t'apprend à avoir aussi une nouvelle conscience corporelle, je pense. Parce que, encore une fois, quand t'es debout sur tes pieds, c'est un truc que tu construis depuis ta naissance, en fait. Enfin, si t'es dans les bonnes conditions physiques, voilà. Que c'est pas naturel à la base de se mettre sur les mains et de rester le plus longtemps possible sur les mains ou de faire des figures sur les mains. Enfin, c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans nos habitudes de vie et on n'en a pas une utilité pour vivre. On n'a pas besoin d'être sur les mains pour aller faire nos courses, pour aller manger, pour boire un verre d'eau. Enfin, voilà. C'est moins ergonomique surtout. Peut-être pour ça que le corps humain a choisi. Peut-être pour ça que le corps humain a choisi d'être debout sur les pieds et pas. Tu me diras, s'il avait voulu se mettre sur les mains, on serait tous en train de marcher sur les mains. C'est possible. On aurait un corps complètement différent. Je pense. Je pense qu'on aurait des toutes petites jambes et des épaules énormes. Mais du coup, ça forge une nouvelle conscience dans ta perception de ton corps, comment il fonctionne. Et forcément, ça va développer les muscles différemment aussi. Quand j'ai commencé à faire des équilibres, j'ai bien vu que mes épaules, elles étaient en train de prendre du muscle, du volume, de la résistance. Et il y a aussi la dimension d'ancrage au sol que je trouve hyper intéressante. Quand t'es sur tes pieds, tu remets pas trop en question ce truc-là. Après, quand j'avais des cours de danse, on nous fait souvent conscientiser le fait d'être au sol, pieds nus, en chaussettes, en chaussures, enfin avoir les différents degrés d'ancrage dans le sol. Mais ça restait vachement... le point d'entrée était par les jambes, par les pieds, et pas par le reste du corps. En équilibre, je trouve que
c'est encore plus accru comme sensation. Je me sens encore plus connectée avec le sol et avec le reste quand je suis sur les mains que quand je suis sur les pieds. Je pense qu'il y a la notion aussi de on fait des trucs avec nos mains, on construit des choses, et du coup le fait que les mains soient au sol, c'est, je sais pas, ça accentue cette conscience-là, l'impression de faire quelque chose plutôt que d'être sur le sol. Enfin, D'accord. Je sais pas si c'est. Ok, je vois à peu près. Non, mais je vois à peu près. Mais je trouve que ça a plus de puissance. En tout cas, psychologiquement, dans mon cerveau, je trouve ça plus concret. Je me sens plus attachée au sol sur les mains que sur les pieds, des fois. Genre, ok, d'accord. Je sais pas. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'attire dans cette pratique? Puisque le cirque, c'est vaste, enfin, les pratiques et les spécialités sont vastes. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans les équilibres sur les mains? Je crois qu'il y avait un peu cette idée de contrôle au départ. J'étais vachement dans une phase de vie où j'avais besoin de contrôler les choses. Et les équilibres, ça a été la révélation de pouvoir contrôler mon corps dans l'espace et de pouvoir contrôler chaque partie, chaque muscle dont j'avais confiance pour arriver à une forme finale qui sort un peu du commun des mortels, tu vois. Et de me dire, ah bah ça, je peux le contrôler. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses qu'après je pourrais contrôler dans ma vie, mais ça au moins je suis sûre c'est à moi, ça m'appartient. Après j'ai remis un petit peu en question ce truc-là de peu importe la pratique que tu fais, que tu fasses de l'acrobatie, enfin en cirque, ou de la danse, ou de l'escalade, oui tu contrôles ton corps, mais les équilibres c'est un peu une discipline ingrate où vraiment tu peux pas improviser vraiment. D'accord. Si y a un truc qui est pas aligné, ça va tomber, ça marchera pas. S'il y a un truc qui est pas aligné physiquement, je veux dire, y a toute une phase d'apprentissage où tu vas chercher la ligne parfaite, l'alignement parfait entre tes mains, tes épaules, ton dos, tes jambes, les fesses, les pieds, machin. Et s'il y a un truc qui vient perturber ça se pète la gueule et ça fonctionne pas. Et du coup, c'était vachement, je me mettais vachement en confrontation avec ça. Et dès que j'arrivais à contrôler cet alignement, à voir que j'arrivais à gagner en résistance, c'est pas résistance que je cherchais comme mot, mais ouais, un peu ça. De maîtriser plus en plus ce truc-là. Oh, putain, c'était trop chouette. Ok. Et puis, y a aussi la notion de plaisir, comme je faisais de la gym avant, c'était juste une autre façon d'avoir une pratique sportive où je me dépense, où je fais des trucs qui me plaisent, et je crois que j'ai trouvé un peu l'endroit où je me plaisais bien. J'aime pas faire de la course à pied, l'équitation ça me parle pas, enfin plein de sports que j'aurais pu faire. Voilà. C'était ça. Voilà, je crois que c'est ça qui m'a attirée vraiment. Et après, ça va un peu avec le contrôle, mais peut-être l'idée du perfectionnisme dans l'entraînement. J'aime bien que les choses elles soient bien faites, d'une façon très ordonnée. Ouais. Et la pratique des équis, c'est un petit peu ça. T'es toujours en train de faire une routine bien cadrée. Moi, après, c'est mon point de vue de l'école aussi. On nous a appris, on a un protocole d'entraînement. Donc maintenant, quand je suis sortie de l'école, j'essaie de garder un peu cette rigueur-là. Et de faire bien les choses. Mais même dans la montée en équilibre, moi je trouve qu'il y a aussi un truc très ordonné. Tu poses tes mains, tes doigts, ensuite maintenant mes doigts, je monte sur mes épaules, je pousse mes épaules, maintenant mon dos, après mon dos, mes jambes et tout ça. Donc il y a vraiment ce truc par ordre. Tu déroules tout, étape par étape, et même avant de te mettre sur les mains, il y a aussi le conditionnement mental que tu vas mettre en place. Apprendre à respirer pour pas être bloqué dans ton mouvement. Enfin, il y a tout un truc à remettre en place avant de commencer. Toute la visualisation de ton mouvement avant de le faire. Que tu retrouves aussi dans d'autres pratiques sportives, bien évidemment, mais c'est très protocolaire. Et en fait, je crois que j'aime bien ça. C'est cool, mais j'aime bien les protocoles. En fait, que ce soit de pas brûler les étapes. C'est tout. Oui, parce qu'effectivement, tu peux t'obliger de passer... c'est ça. Après, je sais pas, ouais. Par exemple, quand je vois les gens qui font du handstand, en fait, c'est ça, les équilibres. Enfin, c'est juste une autre façon de les appeler. Oui.
Mais je trouve qu'il y a une autre manière de faire et de les penser. Et quand je vois des gens qui font juste du handstand sans chercher à avoir le bon positionnement, Oui. le bon alignement, je suis un peu en mode ah, mais il manque des étapes avant que tu aurais pu faire pour soigner ta ligne, pour faire ci, pour faire ça. Du coup, j'adore regarder les gens qui font du street workout, Ouais, des qui trucs font comme des ça. équis Du en coup, je les force. regarde de loin Ouais. en mode ok, lui il a compris et l'autre, lui là, il fait tout en force, il a rien compris aux équis. Mais bon. Au final, ils tiennent tous les deux 1 minute sur les mains. Oui. D'accord. Mais je sais pas. Mais justement, il y a un point là que tu viens de soulever qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre les équilibres de cirque et les équilibres qu'on peut voir, que ce soit en street workout ou dans d'autres disciplines. De ouf. J'ai un peu l'impression qu'en cirque, on nous apprend une technique pour plus que ce soit en force, mais en fait qu'on soit posé. Que ça limite devienne naturel. Que ça devienne naturel, Ouais. comme si on était debout sur les pieds. Alors qu'en street workout ou quoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de force, on se revoit dans les épaules, la ligne, c'est le dos en banane, en creux, et les jambes écartées, ça piétine sur les mains. Mais c'est vrai qu'en équilibre, oui, on cherche ce truc-là de que ce soit tout aussi naturel et et pas physique. Non, c'est ça. Parce que ce que je m'étais un peu noté, il y a ce truc-là où on nous apprend à faire une grosse préparation physique pour pouvoir avoir les muscles qui sont capables de faire l'équilibre. Mais une fois que tu travailles ton équilibre, c'est vraiment plus une question de chercher un placement pour pouvoir faire un effort physique et après apprendre à détendre le tout. Et forcément, les premières années où tu fais des équis, t'es un peu rigide encore. Mais que ce soit mental ou physique, en fait, à un moment, arriver à mettre de l'air dans tes articulations et dans ton cerveau et rien qu'à arriver à parler quand tu fais des équilibres, ça veut dire qu'en fait, il y a une circulation de l'air, il y a tout qui peut se détendre et que c'est possible d'isoler ton effort physique du reste. Enfin, je sais pas. D'oublier que c'est un effort, en fait, tout court. Ouais. Et puis, il n'y a pas que il y a quelque chose aussi que moi j'ai compris en pratiquant les équis à l'école de cirque, c'est qu'il n'y a pas que la PP la préparation physique qui aide, mais il y a aussi beaucoup de souplesse. Oui, carrément. Il y a beaucoup de souplesse. Et au final, même plus t'es souple, et moins c'est dur de faire des équilibres un peu. En fait, ouais. Je pense que il y a besoin d'un peu de PP, mais il y a surtout besoin de travailler ta mobilité de base et de la souplesse. Après, il n'y a pas besoin d'être contorsionniste pour faire des équis. Non, effectivement. Il y a des équilibristes, je pense, par exemple, dans le cirque, ceux qui font du main à main, je trouve que leurs équilibres sont pas les mêmes que ceux qui font des équilibres sur des cannes ou en contorsion. Parce que le main à main, c'est particulier quand même. Le main à main, c'est encore différent. Parlons vite fait du main à main pour expliquer à ceux qui connaissent pas. C'est en général, le main à main, c'est une pratique qui se fait en duo. Où il y a un porteur et un voltigeur, ou une porteuse et une voltigeuse, forcément. Et la personne qui voltige, du coup, va faire des équilibres et va mettre ses mains dans les mains de l'autre personne. En fait, dans les équilibres, t'as les équilibres au sol. Ouais. Et après, quand tu te sens un peu mieux, tu vas évoluer sur des objets. Oui. On parle souvent des cannes ou même des chaises ou des blocs d'équilibre. Puis après, tu fais ça sur des humains. Ouais, exactement. Voilà, les mains à main, c'est les équilibres sur les humains. En fait. Mais sur les humains, ça demande une autre manière de faire des équilibres parce que c'est pas toi qui gères en équilibre quand t'es sur des objets ou même sur le sol. Tu utilises beaucoup tes mains, tes doigts. Je sais pas si tu me corriges si je dis des bêtises, mais pour trouver ton équilibre et justement les micro-mouvements dont on parlait tout à l'heure, dont on aura l'occasion d'en reparler un peu après encore. Mais pour essayer de corriger, etc. Alors que sur une pratique de main à main, tu fais pas ça du tout parce que c'est le porteur en fait qui gère. C'est ça. Et donc toi, il faut juste que tu sois posé et c'est lui qui te gère quoi. C'est pour ça que ta conscience corporelle, elle est différente. Tu dois gérer ton corps différemment que quand t'es sur le sol. Et ça reprend un peu ce qu'on a dit un peu au début de qu'est-ce que c'est la définition de l'équilibre global. Je disais qu'il y avait plusieurs paramètres qui rentraient en ligne de compte, et que ça fluctue toujours. Forcément, entre différentes pratiques, c'est jamais les mêmes choses qui rentrent en ligne de compte. Mais forcément. Et sur l'équilibre de cirque, on voit qu'il y a plein de... Enfin, que tu sois sur un humain déjà ou sur un objet, c'est pas la même chose que d'être sur le sol. Ouais. Donc, et t'as pas la même façon de prendre les choses en main.
en fonction de là où tu vas faire tes équilibres, quoi. Oui, mais c'est justement, c'est très intéressant d'évoluer dans l'équilibre de ça, parce que ça t'apprend, je pense, C'est ça. le lâcher prise physique. Ouais. Mais est-ce que ça t'apprend aussi le lâcher prise un peu mental et par exemple, quand tu fais du main à main, d'accepter d'être dirigé par quelqu'un quand tu voltiges, du moins. Bah, en fait, tu travailles avec quelqu'un. Ouais, donc, si tu veux que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un... Enfin, moi, je fais pas de main à main. J'en ai testé un petit peu, mais c'était pas mon truc. Parce que, justement, j'arrivais pas à créer un lien avec le porteur ou à réussir à me laisser aller. Ouais. Encore une fois, comme je t'ai dit, hein, j'ai bien insisté sur la notion de contrôle. Quand il y a un truc que je peux pas contrôler, ça me va pas. Et du coup, je suis bien restée avec le sol et à rester avec les cannes ou les blocs. Ouais. Quoique même des fois, les cannes, elles bougent. Du coup, je veux pas. Je veux pas. Non, en vrai, c'est rigolo, mais c'est pas un humain. Oui. Donc, ça bouge toujours de la même manière. Je suis pas surprise, mais bref. Pourquoi on disait ça? Non, disait que du coup, le fait de faire des équilibres, notamment du main à main, ça t'apprend aussi le lâcher prise, pas que physique, mais aussi mental. Oui, mental. Ouais, clairement. Et ben, quand tu... Enfin, le mental est forcément lié avec ta pratique et ton physique, je pense. Et quand ça va pas un jour dans ta tête, t'as du mal des fois à te concentrer sur ton entraînement et à être content d'être là. Ouais. Bon, des fois, tu peux prendre ça comme un moment exutoire où tu vas te défouler, mais tu seras plus là pour te défouler plutôt que pour progresser, je pense, dans ta pratique. Enfin, c'est de mon point de vue. Hein. Et après, comme moi, c'était plutôt une pression que j'avais de faire des équilibres, parce que c'était un truc qui devenait mon travail et plus juste un loisir, une passion. J'ai perdu cette notion de plaisir et de défouloir. Et du coup, quand ça allait pas dans ma vie de tous les jours, ça influait sur mes équilibres. Et du coup, j'arrivais plus à m'entraîner ou mal, ou je comprenais pas pourquoi ça tenait plus autant qu'avant. Et puis, du coup, ça t'énervait. Et du coup, ça m'énervait. Donc, c'était un peu un cercle vicieux. Et c'est arrivé souvent quand j'étais à l'école, tu rage quitte complet, quoi. Ouais. Genre, t'as fini ton échauffement, t'es avec les séries de base des équipes, puis là, tu te sens que t'es épuisé, ou que t'es saoulé, ou t'as pas envie. Putain, t'as pas envie, quoi. Et à l'inverse, quand t'es super content, ça y va tout seul. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est vraiment lié, quoi. Ouais, Bon, je dis pas que c'est tout le temps, c'est une vérité. Général, mais, bien sûr. Parce que des fois, tu peux ne pas être content et faire des équilibres, et après, tu te dis, bon, en fait, j'ai bien fait de me forcer un peu et d'avoir fait, je me sens mieux. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est vraiment lié. Ok. Vraiment, vraiment. Et que justement, ça peut changer ton monde. Enfin, à l'inverse, le mental influe tes équipes, mais à l'inverse, quand t'arrives à faire une bonne séance, si tu partais d'une base neutre mentalement, émotionnellement, des fois, ça peut changer le cours de ta journée, en fait. Okay. Enfin, j'ai l'impression. D'accord. Quand t'as sous-estimé que t'étais un peu fatigué, tu te dis non, ça va, puis du coup, ta séance, elle est pas ouf, t'en ressors un peu en mode, ouais. Enfin, ça t'accable encore un peu. Ouais, je vois. Qu'à l'inverse, t'as réussi à faire ce que tu voulais, t'es content, quoi. Et tu finis ta journée sur une meilleure note. Ok. Enfin, je trouve. Ouais, les deux sont souvent liés, de toute façon, mental et physique, c'est vraiment lié. Tout à l'heure, tu parlais de conscience corporelle. Ouais. Est-ce que le fait de faire des équilibres sur les mains t'a permis d'avoir une meilleure conscience corporelle? Alors, meilleure, je suis pas là pour... J'en sais rien si elle est meilleure, non, mais je toi, sens que... Oui, c'est juste pas pour la t'embêter. meilleure... Moi, je plonge comme un idiot. Je t'ai juste embêté. Elle s'est vraiment affinée au fil du temps. Comment dire? J'avais déjà commencé à faire ce travail-là quand j'étais à la fac. On avait des cours de conscience corporelle. Okay. On en a eu aussi quand j'étais en formation de cirque. Ouais. Mais ça restait un truc très général. Et je pense que entre ta posture de tous les jours, la posture du sportif globalement dans son ensemble, et la posture dans ta spécialité,
il y a des degrés différents. Donc forcément, quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma conscience corporelle dans les équis, forcément, ça s'affine petit à en petit, fonction de ce que tu fais, quoi. Mhm. Et effectivement, quand je suis sur les mains, il y a un truc qui se débloque. J'ai l'impression de rentrer dans une autre pièce de mon cerveau. Ok. Et j'arrive à sentir des muscles que je sens pas quand je suis debout ou quand je fais d'autres activités. Mhm. En fait, par exemple, juste les lombaires, le bas du dos et tout ça, j'ai l'impression que quand je suis en équilibre, je les ressens mais fois 1000 et que j'arrive à les contrôler en fait. D'accord. En fait, c'est ce truc de t'as un muscle que tu utilises tous les jours, je sais pas, ton biceps pour boire ton verre d'eau. Ouais. Bah quand t'es en équilibre, il travaille complètement différemment. Donc forcément, les sensations que tu vas en avoir vont être différentes. Ouais. Et bah, comme c'est un truc dont t'as pas l'habitude depuis que t'es né, forcément tu vas y porter une conscience un peu plus accrue, je pense. Et donc ça se passe comme ça pour toutes les parties de mon corps, j'ai l'impression. Et il y a aussi ce truc de quand t'es debout, enfin sur tes pieds. Sur les pieds, ouais. Moi, je le ressens vraiment comme une globalité. Je ressens mon corps. Si j'ai besoin de penser à ma cheville, je pense à ma cheville, mais ça reste un truc assez global. Tout est lié, voilà. Que quand je suis en équilibre, c'est un peu comme le protocole de se mettre en équilibre. Je pense à chaque partie de mon corps de façon isolée. D'accord. Et du coup, c'est encore difficile d'avoir une vision d'ensemble de mon équilibre. Parce que quand je commence à trop penser à ma position d'épaule, ou à ma position de bras, ou à ma position de jambe, bah du coup j'ai ma concentration qui oublie le reste. Ouais. Et comme l'équilibre c'est un empilement de choses, si tu oublies une partie, ça se casse la gueule. D'accord. Et du coup c'est arriver à... Enfin ça rejoint aussi la notion d'enlever l'idée de l'effort dans l'équilibre. C'est que faut essayer d'ancrer tout cet alignement dans ton corps pour que justement t'aies plus besoin d'y penser. Oui. Et que instinctivement tout se casse pas la gueule quand tu penses à juste corriger un détail de pointe de pied ou corriger un détail de placement d'épaule ou tout ça, et que ajuster un paramètre ça fasse pas tout tomber le reste. Oui. Voilà. D'accord. Et je pense que la conscience corporelle c'est ça, c'est vraiment prendre conscience de détailler tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte et physiquement parlant ressentir un muscle. Oui, je trouve ça assez ouf. Avoir aussi ces autres degrés de liberté que t'as pas quand tu es debout aussi, j'imagine. C'est ça. Bah, en fait, tes lombaires, quand t'es debout, elles te supportent. Oui. Alors que quand t'es en équilibre, elles sont libres. Elles sont libres et ça fait bizarre en fait au départ de te dire putain en fait je peux bouger mes jambes et ça vient pas que des hanches, ça vient pas que des genoux. En fait, ça vient de tout le dos, des lombaires et tout ça. Ouais, du bassin aussi. C'est ça. Ouais. C'est plus un élément moteur qu'un élément support de ton corps, en fait. Enfin, donc, en fait, avec les équilibres, ce que tu as gagné, c'est pas forcément découvert de nouvelles parties de ton corps, ça serait plus découvert de nouvelles possibilités de certains de tes muscles. Ouais. Bon, après, je t'avoue, j'ai découvert le psoas. Okay. Merci Lydie, ma prof de contorsion. Petit ref à Lydie, qui travaille corps et âme pour assouplir le psoas et en prendre conscience. Ouais. Et en fait, c'est un muscle, mais qui est fondamental dans ton corps. C'est ce qui rattache le tronc, le haut du bas de tes jambes. Oui, donc vraiment, c'est ce qui se passe au milieu, quoi. Si je me souviens bien de mes cours d'anatomie, le psoas, il part des 12 jusqu'à L5, donc de la 12e vertèbre dorsale jusqu'à de la 5e lombaire, de la 5e vertèbre lombaire, donc il fait tout ça. Et t'en as un petit, un grand. C'est ça. Et en fait, il fait une vrille pour passer devant le bassin et finir s'accrocher à l'intérieur de la cuisse. C'est ça. Donc du coup, effectivement, c'est le muscle de la posture, quoi. C'est ça. C'est lui qui nous tient et qui nous permet même de presque lever les jambes. C'est ça. Voilà. C'est donc, effectivement, c'est un muscle très important. De ouf. Et en fait, j'ai appris son existence assez tôt, mais je l'ai conscientisé vraiment quand j'ai commencé à faire des équis et du cirque et j'ai affiné ce truc-là. Et tu l'affines comment? Si je peux te dire, nous expliquer un peu ce que tu ressens. En fait, c'est grâce au cours de Lydie principalement et tous ces exercices d'assouplissement, de mobilité, où elle disait
Elle nous expliquait qu'est-ce que ça induisait pour le psoas, quel mouvement il est en train de faire. Et du coup, après, nous, c'était des exercices pendant notre pratique des équis ou les autres d'acrobatie ou peu importe, mais dans notre spécialité, essayer de retrouver cette conscience-là et d'imaginer comment le muscle fonctionne au moment où je fais un équilibre groupé, au moment où je tends les jambes, qu'est-ce qui se passe, etc. De remettre en pratique les exercices théoriques qu'elle nous a amenés, quoi. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que les choses s'affinent et se précisent un peu plus, quoi. Et est-ce que du coup ça t'a amélioré ta posture mais debout, le fait de faire des équilibres et de te rendre compte de la possibilité de certains muscles? Je crois qu'un peu. Je me suis un peu mieux rendu compte pourquoi des fois j'avais mal au dos. Okay. Et que c'était pas forcément une question de surentraînement ou de mauvaise posture pendant l'entraînement, mais que au quotidien il y avait des moments où je faisais un peu nimp. Après il y a pas la bonne posture, enfin une posture générique pour tout le monde. Non, c'est vraiment tu adaptes en fonction, ton corps, ouais. C'est ça. Et aussi en faisant des retours avec des kinés et des ostéos quand j'avais besoin. Tu sais, ils te font souvent pas un bilan postural vraiment détaillé, mais ils analysent un peu comment tu te tiens, etc. Et j'ai remarqué au fil des années de mes rendez-vous que avant j'avais toujours une épaule plus basse que l'autre et qu'en fait ça venait pas que du dos, ça venait aussi des jambes, du bassin, des machins, et que les derniers rendez-vous que j'ai fait là, c'était un peu plus équilibré qu'avant. Donc j'ai pas fait d'exercice spécifique pour corriger ça, mais je pense qu'inconsciemment il y a un truc qui se construit, qui se corrige un peu tout seul. Oui, c'est le fait de pratiquer, de chercher la ligne. En fait, en équilibre, en équilibre sur la main, tu travailles ta posture. C'est ça. Mais du coup, forcément, elle se répercute sur ta posture de debout, quoi. C'est ça, c'est donc, ça. Il y a un exercice vraiment... comme ta confiance corporelle est pas la même quand t'es sur les mains que quand t'es sur le sol, cette recherche de la ligne, elle crée des sensations. Et pour pouvoir travailler la ligne sans être sur les mains, il y a un exercice qu'on fait, on est sur le dos, on essaye de plaquer tout le dos au sol et on essaye de retrouver le placement des mains et des jambes sans décoller le dos, pour éviter justement de faire des équilibres en banane ou quoi. Et du coup, la sensation que t'as, cet alignement-là, quand t'es au sol ou en équilibre, techniquement, c'est le même. Mais au niveau des sensations, c'est absolument pas la même chose. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais dans la forme, c'est la même. Juste, au lieu d'être verticale, elle est horizontale. Oui, mais c'est pas du tout les mêmes sensations. Et du coup, c'est un peu pareil que quand t'es debout à faire tes activités du quotidien. Il y a des trucs que tu fais, des mouvements que tu fais pareil que dans les équis, sans te rendre compte, parce que du coup, c'est juste pas les mêmes sensations pour ton cerveau. Moi, je sais qu'en équis, j'ai toujours eu... maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que avec la pratique et l'entraînement, mais au début, j'avais une grosse zone d'ombre au niveau de mon bassin. Je savais pas du tout. Je me souviens, on me disait, rétroverse le bassin. Donc, l'action de rétroverser le bassin, c'est de cirer les fesses et de sortir en fait son bassin vers l'avant, un peu comme si on avait des flingues au côté. J'aime bien donner cette image, tu sais, et en fait tu vas mettre un coup de flingue devant toi, et après l'autre mot c'est antéverser le bassin, et c'est juste du coup ranger les flingues et sortir les fesses. Et en équilibre on te demande de rétroverser le bassin pour que tout soit aligné. Mais je sais que j'avais toujours eu une zone d'ombre sur ce côté-là, je savais même pas ce que c'était, quoi. Moi, j'ai eu un déclic. Je reprends mon exercice là du dos plaqué au sol, où du coup tu rétroverses le bassin. Mais par contre, il faut que tu alignes tes jambes au plus loin. Donc ça te fait, ça te fait grandir. Ça te fait grandir, mais en fait, faut arriver à tendre les jambes sans que ça te fasse cambrer. Et en fait, à chaque zone enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut penser aux mains, aux épaules, machin. Et quand t'arrives au niveau, quand t'as passé les épaules, il faut penser à rentrer le torse, rentrer le bassin, mais sans être en boule, en gardant bien le dos droit, et puis après tu tends les jambes, mais sans que ça cambre. Enfin, chaque étape s'oppose à l'autre. Il faut arriver à trouver un équilibre là-dedans, et mais il y a une idée d'arriver à se grandir qui aide beaucoup, quoi. À se grandir, mais de la bonne manière, et à trouver la bonne manière de... Je pense un peu comme
en danse classique. Je me souviens, notre prof Karina, qu'on avait eu, qui faisait de la danse classique, elle nous avait montré le fait de faire une pointe avec le pied. Oui. Sans contracter les muscles, d'autres muscles, en fait. Non. Son tendon d'Achille, le bout de tendon d'Achille. Ouais. Et c'était incroyable, ça. C'était quelque chose d'hyper dur à faire. C'est hyper dur. Moi, ça m'a fait des crampes quand Moi je aussi. suis entrée. C'était terrible. Moi Mais aussi. j'ai compris je suis en train d'essayer de le faire sur la table en plus, là. Mais ouais, c'est le même mouvement. Ouais. Et en même temps, ça induit d'autres muscles qui se mettent en tension, quoi. C'est incroyable. Et je trouve que cette pratique d'équilibre, justement, elle est bien pour ça, pour réussir à comprendre comment activer tes muscles au bon moment et trouver déjà les possibilités qu'ils ont, etc. Non, c'est une bonne pratique pour ça, justement. C'est la meilleure, en fait. Je ne dirais pas que c'est la meilleure. Moi, je suis pas allé ailleurs. Mais je ne dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est une très bonne pratique. Ça, c'est clair. Tu avais parlé tout à l'heure du fait que quand le mental va pas, le physique ne va pas aussi avec. Enfin, voilà, que le mental peut influer sur le physique et même inversement. Du coup, comment ça se passe, toi, quand c'est le cas dans tes entraînements? Est-ce que tu continues à t'acharner, ou alors est-ce que justement tu te dis, t'as une forme de résilience, tu vois, un peu de, j'accepte que là, ça va pas, quoi. Ouais. Ça reprend. Bon, avant qu'on ait commencé à enregistrer l'épisode, là, on a un peu discuté. Je crois qu'il y a une partie qui reprend la discussion qu'on a eue sur le fait d'arriver à se remettre en question. Ouais. Quand tu sens qu'il y a un truc qui bloque. Je l'ai fait pendant quelques années de passer en force coûte que coûte. Et puis en fait, je me rendais compte que juste c'était encore plus délétère pour mon mental. Ouais. J'arrivais plus facilement à bout de mes capacités physiques et du coup, je me faisais beaucoup plus mal. Des entorses, des tendinites, des inflammations dans tout genre. Même tomber malade. Enfin, en fait, je suis persuadée que quand tu vas pas bien dans ta tête, t'as plus tendance à tomber malade, à te faire mal, ou tu somatises beaucoup le stress. Enfin, moi, c'était mon cas, de somatiser vraiment le stress. Donc, je ressens pas que j'ai le cœur qui bat vite et que je suis hyper stressée. Mais quelques semaines après, tu te rends compte qu'en fait, tous les petits comportements, toutes les petites accroches dans la vie, ou même dans ton entraînement, en fait, elles viennent du mental en partie, je trouve. Bon, c'est ma conviction. Et du coup, dans les équis, j'ai dû apprendre à me dire que ce contrôle et ce perfectionnisme que je voulais tant avoir, c'est possible, mais pas un point parfait. D'accord. On reste des humains, on a des fluctuations dans la vie de tous les jours qui vont faire qu'on se sentira moins en forme. D'autant plus que, je suis une femme, j'ai des cycles hormonaux aussi qui font que t'es jamais dans la même énergie constante tout le temps pour tes entraînements. Ça, je l'ai compris il y a que quelques années, quelques mois même, où j'ai vraiment ressenti, où j'ai pris le temps de ressentir ça. Donc forcément que il y a un impact et qu'il faut savoir faire une pause aussi, un moment pour réfléchir, pour souffler un peu, quoi. Ouais, pour souffler, pour refaire un peu comme tu m'as dit tout à l'heure, quand t'as vraiment fait une pause dans ta pratique de l'acrobatie, en fait tu t'es rendu compte que t'avais des tensions de partout et qu'en fait ça s'améliorait pas. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation que plus je continuais à m'entraîner, c'était un peu dû au spectacle, le fait que j'étais dans le spectacle, mais plus je continuais à m'entraîner parce que je me mettais la pression, parce que le spectacle, parce que c'est mon moyen de vivre, parce qu'il faut que j'ai un bon physique et que j'aille un peu plus loin techniquement, etc. Plus je faisais ça, et en fait, je me suis rendu compte que plus je me détruisais corporellement, et ça allait à l'encontre de ce que je veux dans ma vie en général, et de pourquoi j'ai commencé aussi le métier, le métier d'être sur scène. Carrément. Et donc, effectivement, j'ai fait un an un peu moins d'un an, je pense que c'était bien 8 mois j'ai pas fait d'acrobatie, j'ai pas fait de gros entraînements, j'ai juste fait un peu de souplesse, de mobilité et toujours un peu de muscu pour pouvoir entretenir, parce que j'y tiens. Et parce que je sens que ça me faisait du bien, et effectivement, ça m'a vraiment fait du bien de pas du tout penser à ça. Ouais. Et même quand j'ai repris,
je suis allé vers des choses qui me faisaient envie depuis longtemps. Des choses que je m'autorisais pas parce que j'avais le spectacle et je me disais, bah non, j'ai pas le temps de bosser ça, ça sera pas efficient à temps pour le spectacle. Ça n'a pas d'utilité. Ouais. Il y a cette question-là de, en fait, je m'entraîne pour un but précis et j'ai pas le temps de m'éparpiller sur d'autres trucs. Exactement. Donc effectivement, là, dès que j'ai repris, je suis tout de suite allé vers des choses qui me donnaient énormément envie depuis longtemps et que j'avais toujours mis de côté. Et là, ça fait trop du bien de faire ça, quoi. De ouf. Et il y a aussi ce truc de... Pardon, gros blanc. C'est pas grave, c'est normal, ça réfléchit. Quand tu t'entraînes, c'est comme... Peu importe l'apprentissage que tu fais, physique ou intellectuel ou peu importe, c'est jamais linéaire en fait. Ouais, c'est toujours fluctuant. Il faut accepter que quand il y a un moment où tu as eu une grosse phase de progression, tu auras forcément un moment où ça va stagner, des fois peut-être un peu régresser, mais pour remonter derrière, voilà. Mais il faut accepter cette phase de stagnation et de régression à des moments. Et c'est ça qui est le plus dur pour le mental, je pense. Ouais. Quand tu arrives sur un plateau, tu dis putain, en fait, je vais rester là toute ma vie. Ouais. Ça va s'éterniser, je vais pas reprogresser, c'est pas possible. Et vu que tu penses comme ça et que là c'est la phase de régression, tu dis bah voilà, j'avais raison, en fait je suis vraiment nulle, ça sert à rien que je continue. Ouais, et voilà. Tu vas régresser plus que si t'avais juste fait une petite pause, quoi. Voilà, exactement. Et moi je me suis battue contre ça pendant très longtemps. Et comme toi, quand je suis sortie d'école, j'ai eu un peu comme quand tu sautes de l'avion. Ouais. Genre la chute et tu dis waouh, ok. Qu'est-ce que je fais? Il y a tout qui sort. Et tu te dis, bon, comment on reconstruit ça, comment est-ce que je retrouve du plaisir dans ma pratique des équis, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Ouais, c'est ça finalement, aussi la question. Et ouais, je suis en train de tout juste réapprendre à aimer ça. Ouais. Parce que du coup, il y a vraiment eu une phase où dans ma vie, ça allait pas très bien mentalement. Quand j'étais à l'école, je suis passée par une petite phase de dépression, j'ai eu affaire à des problèmes d'addiction, voilà. Et du coup, effectivement, ça me prenait beaucoup de pas sur mon entraînement. Et bizarrement, après une première partie de thérapie où j'ai réussi à me débarrasser de beaucoup de choses, bizarrement, les équis, ça revenait en force. Mieux. Je suis genre, c'est trop bien. J'ai eu à nouveau une appétence pour ça. Et comme j'ai une santé mentale encore un peu fragile à des moments de ma vie, je tends un peu plus vers l'équilibre, un truc où j'arrive un peu mieux à gérer et c'est super chouette. Et les choses ne sont plus dramatiques. Ouais. C'est pas parce que c'est négatif que c'est dramatique. Et donc j'apprends à vivre avec. Et en fait, c'était comme mes entraînements d'équilibre. Je me suis entraînée à vivre avec les fluctuations du mental et de la vie de tous les jours. Et que c'est pas parce que je vais changer un paramètre dans ma vie du quotidien que ça va tout impacter le reste, ni mon travail, ni mon entraînement des équilibres, ni voilà. Et donc je suis vraiment intimement convaincue que tout est lié. Vraiment, tout est lié. Bon, après, voilà. Encore une fois, c'est mon point de vue perso et d'expérience, quoi. Mais je pense que si on discute avec des sportifs de haut niveau, par exemple, oui, c'est lié. Le mental, tout ça. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont des préparateurs. Exactement, c'est pas pour rien. Des préparateurs mentaux. Enfin, je sais pas si ça s'appelle pas comme ça. Préparateur mental, je sais pas si on peut dire préparateur mentaux au pluriel, mais oui, c'est pas pour rien qu'ils ont ce genre de personnes à leur côté, parce que justement, ils se rendent compte que c'est lié. T'as un bon mental, tu fais des bonnes pertes, t'as un mauvais mental, t'es pas. Physiquement, t'arrives pas à activer les mêmes choses, t'es pas dans la même énergie, donc c'est important. Encore une fois, c'est apprendre à savoir se détendre. Donc si t'es pas bien et que t'es crispé dans ton cerveau, t'arriveras pas à détendre le reste, quoi. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et est-ce que les équis, ça t'a apporté d'autres choses, d'autres qualités que... Le bricolage. Le bricolage du genre avec un marteau et... En fait, je me suis découvert une passion pour réparer les trucs. D'accord. Genre, comme pour les équis, quand il y a un truc qui marche pas, ça se casse la gueule. Ouais. Et tu vas essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Donc, tu vas décortiquer, par exemple, se prendre en vidéo quand tu fais les équis. Tu prends un regard extérieur pour voir à quel endroit, en fait, ça a capoté. Et maintenant, je suis trop contente parce que ce principe-là de décortiquer un objet qui fonctionne plus,
et pour aller chercher la pièce qui déconne. Ah mais ça m'a révolutionné la vie. J'ai pu réparer mon ordi, mes consoles de jeu, mon volet roulant, mes toilettes. Mais en fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand je suis allée à la salle de bain et que j'ai vu le verrou. Je me suis souvenu qu'en fait, pendant un temps, le verrou il fonctionnait plus. Ok. Que j'étais allée démonter la porte, démonter la serrure et tu sais le bloc qu'il y a dedans pour là où tu insères la clé. Je l'ai ouvert et en fait, il y avait un petit ressort qui était cassé. Ok. Donc j'ai changé les petits ressorts, j'ai tout remonté et là ça fermait à clé, nickel. J'étais là, ok, je me sens la big boss. Genre vraiment, je fais un joint de silicone parce qu'il y a une fuite quelque part, je me sens comme une plombière. Mais je sais pas, je gardais ce principe-là dans tous les aspects de ta vie, de décortiquer pourquoi ça fonctionne pas. Et au-delà du bricolage, il y a aussi les relations avec les autres êtres humains. Finalement, avec ma thérapie avec mon psy, j'avais à cœur d'arriver à communiquer avec les gens mieux, de beaucoup plus déjà, et de façon plus pertinente. Et du coup, cette méthode d'analyse des choses, ça m'a passionnée de voir comment les gens ils communiquent, comment ils discutent, comment ils parlent de leurs émotions, de leurs problèmes de vie ou de leur joie, ou enfin peu importe. Et je me rends compte, c'est encore un truc dont je te parlais ce matin, que j'adore aller dans la précision des choses, des mots qu'ils vont utiliser, comment ils vont les utiliser, et d'aller vraiment au plus précis pour être sûr de bien comprendre ce qu'ils veulent exprimer. Ou même moi, quand je veux m'exprimer, j'essaye de choisir toujours les bons mots pour vraiment coller au plus possible à la justesse des émotions et des pensées, ce qui est complètement impossible parce que entre ce que tu penses, ce qui est à ton inconscient, le langage que tu vas prendre. Oui, il y a certaines choses qu'on peut pas exprimer avec des mots aussi. Non, il y a tout un délire philosophique, sociologique, anthropo, qui est intéressant, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais vraiment cette appétence pour décortiquer les choses et essayer de les comprendre au plus proche, quoi. Au plus juste. Et comment tu t'es rendu compte que c'est venu des équis, ça? Est-ce que ça a été un coup fulgurant ou alors est-ce que ça a été quelque chose de plus diffus, plus progressif? Je pense que c'était beaucoup plus diffus. Un peu les deux. En fait, quand tu sens qu'il y a un truc qui bouge en toi. Genre, vraiment, t'as la soupe qui est en train de mijoter, là. Mais c'est une soupe. Il y a plein de trucs dedans, mais tu sais pas encore trop quoi, quelle forme ça prend. Tu sens qu'il y a un truc qui bouge. Et ça peut prendre 3 jours, comme 3 semaines, comme 4 mois, 6 mois, enfin bref, peu importe la durée. Tu sens qu'il y a un truc qui bouge. Et après, il y a une espèce d'épiphanie, genre, putain, il y a eu un déclic. Ok. En fait, ce déclic, il sort pas de nulle part. C'est un truc qui est en train de mijoter depuis des semaines. Et t'as le déclic en mode, putain, ça y est, j'ai compris un truc. Et je pense que c'est au moment où ça se décante que là, vraiment, t'arrives à poser des mots sur ce qui vient de se passer. Où t'arrives à un peu mieux théoriser, tirer des grandes lignes de ce qui vient de se passer. Et du coup, les équis, ça a été un peu ça. À force de faire des stages, je sentais qu'il y avait des trucs qui bougeaient. J'avais l'impression d'être encore dans la boue, en fait. Enfin, il y a des moments, quand j'essayais d'apprendre une nouvelle figure, je pouvais y passer des semaines et j'avais beau répéter, je comprenais pas. J'avais l'impression que ça avançait pas. Et pourtant, je faisais des stages, on me disait « Ah oui, ça a bien évolué ». Et moi, dans ma perception, je disais « Pas du tout ». Et je prenais le temps d'une pause et j'arrêtais de faire cette figure. Et puis quand je réessayais après, je disais « Oh putain, en fait, je crois que je viens de comprendre un truc ». C'est comme quand tu viens de passer la nuit sur une idée ou sur un questionnement, le lendemain matin, tu te réveilles, t'as le déclic et tu fais « Ah putain, en fait, c'était ça ». Donc après, t'as l'euphorie de ça y est, j'ai compris. En fait, t'as encore rien compris du tout. Et c'est 3 jours après que tu te dis ah ouais, en fait, il s'est passé ça. T'as eu le temps d'analyser. Et dans les équipes, c'est complètement tout le temps ça. J'ai l'impression. Enfin. Ok. Donc forcément, ça se répercute sur le reste. Et est-ce que tu t'imaginais que les équilibres sur les mains avaient ce pouvoir-là? Absolument pas. Mais encore une fois, j'aurais pu faire du poney, peut-être que ça m'aurait amené une autre conscience corporelle. Enfin, tu vois, je me dis que je me suis construit via cette discipline, mais ça aurait pu, peut-être que j'aurais pu avoir une autre pratique qui m'amène à ces mêmes questionnements.
D'un autre côté, peut-être pas. Parce que encore une fois, chaque discipline, chaque activité que tu fais, ça induit pas les mêmes choses dans ton corps, dans ton esprit. Donc, ouais. Voilà, je saurais pas développer plus que ça, je pense. mais ouais. Tu développes pas la même façon de réfléchir sur la vie quand t'es cuistot que quand t'es artiste de cirque, par exemple. Oui, ça, je pense. Oui. Enfin, c'est pas le même métier, ça a pas les mêmes enjeux. Forcément. Voilà. Donc, mais je crois que même au sein d'un même métier, par exemple artiste de cirque, t'as pas du tout la même manière de voir les choses en fonction de quelle discipline tu fais. Non, clairement pas. Mais parce que t'as pas le même rapport au monde. Quand t'es acrobate et que tu fais des saltos arrière, tu décolles du sol, c'est pas du tout la même sensation que être équilibriste au sol, ancré. Comme je parlais d'ancrage tout à l'heure, on a vraiment pas la même façon de vivre la spatialité, notre corps dans l'espace, etc. C'est pas du tout la et après, même même chose. quand t'es jongleur aussi, par exemple, c'est jongleur, en plus, avec des objets, tout ça, dans l'espace, c'est gérer le chemin d'un objet. Ouais. Quand tu fais des aériens, t'es carrément en l'air, quoi. Donc, moi, c'est vraiment à l'opposé de ce que je travaille. Bref, il y a des trucs qui se rejoignent sûrement, hein, mais... Sûrement, peut-être, rien que le fait déjà d'être sur scène, ça nourrit, je pense, ça nourrit ce truc. Quelque chose de commun, mais c'est sûr que rien que la discipline, ça a beau être une seule et même sport, discipline, le cirque, mais rien que la spécialité que tu fais dans le cirque, déjà, elle est... ça en revient à la conscience corporelle qui se construit complètement différemment, quoi. Ouais. Et ta façon de bouger et tout ça, et comment tu vas construire ta qualité de mouvement, plein de choses. Oui. Même ta préparation physique sera pas la même. En fonction de l'aspect que tu fais. Les corps sont tellement différents et ont tellement pas les mêmes capacités entre quelqu'un qui fait des sangles, quelqu'un qui fait du machinois comme toi, ou de l'acrobatie, ou de la contorsion. Bref. Oui. Et je sais qu'entre l'acrobatie et le machinois, il y a eu une différence de conscience corporelle, justement. Ouais. Oui, en plus, du coup, toi, t'as été confronté un peu à ces deux modes-là. Ouais, j'ai fait beaucoup d'acrobatie et après, je suis allé sur le machinois et ça a été totalement différent, quoi. Et est-ce que... Pardon, je pose une question. Questions. Est-ce que t'as ressenti ce mode... tu changes de mode en fonction de ce que tu fais? Tu sais, je t'expliquais entre le moment où je suis debout et le moment où je suis en équilibre, j'ai l'impression de switcher et d'arriver à un autre endroit dans mon cerveau de conscience. Est-ce que ça t'a fait ça aussi, entre passer de l'accro au mât? Et est-ce que c'est resté hermétique ou il y a quand même des choses qui se sont un peu mélangées? Au début, j'ai eu cette séparation. J'ai eu deux mondes. Parce que le machinois, en fait, les acrobaties, c'est quelque chose de c'est dynamique. Tu passes de 0 à 200% d'un coup. Pour pouvoir faire un salto, t'es debout et d'un coup, il faut que t'envoies toute la patate pour pouvoir monter en l'air et tourner. Et donc, du coup, j'avais toujours eu cette tendance, et même avant ça, j'ai toujours été quelqu'un de très raide, très crispé et tout ça. Et quand tu passes au machinois, c'est très compliqué d'être crispé. Parce que il faut monter sur le mât. Donc, c'est comme, pour ceux qui nous écoutent, imaginez une barre, un mât de bateau avec une espèce de gaine noire dessus qui nous permet en fait d'accrocher et de monter. Un peu comme si on montait un arbre, comme les singes montent aux arbres. Typiquement, la pole dance. Ou typiquement la pole dance, exactement. C'est le même principe. C'est pas le même revêtement, mais c'est un peu le... Et donc, en fait, je me suis vite rendu compte que d'être crispé tout le temps, ça m'épuisait et j'allais pas du tout réussir à faire quelque chose, faire des figures au mât. C'est pas c'est de la force tranquille. Et c'est apprendre la force tranquille. C'est ça. Et c'est ce que j'ai compris, en fait. Et j'ai compris que je devais, et j'ai, même pendant très longtemps, même pendant, à l'école et encore après, quand je suis sorti de l'école, je bossais énormément mes bases pour m'y habituer et toujours en essayant un peu comme les équilles, de contracter les bons muscles au bon moment et de la bonne manière. Et de monter, d'essayer de faire une montée tranquille et pas d'être crispé. En fait, faut être flemmard. Un peu. C'est un peu l'économie d'énergie poussée au maximum. Exactement. C'est un peu ça. Mais du coup, après, j'ai compris, une fois que j'ai conscientisé ça dans ma chinois et que je l'ai travaillé, j'avais encore un peu cette distinction-là entre les accros. Mais petit à petit, j'ai réussi à mélanger en fait un peu les deux et ça m'a même aidé dans certaines accros où je galérais à faire parce que je me crispais trop d'un coup, à réussir à mettre la bonne force au bon moment, à lâcher prise, à lâcher prise et à être à penser aussi l'alignement du corps parce que je l'avais très peu conscientisé en accro mais beaucoup plus en machinois.
Le fait d'avoir un bon alignement du corps, d'avoir le dos bien droit, pas les fesses en arrière, parce que sinon ça tire sur les épaules et tu fatigues plus, et d'être bien, etc. Ben, ça m'a aidé dans certaines acrobaties au sol, quoi. Puis en plus, l'acrobatie, t'as pas d'agrès. Non. Il y a que ton corps dans l'espace. Il y a que le corps dans l'espace, ouais. Que dès que tu travailles avec un agrès, il t'impose des contraintes. Ça te met tout de suite des contraintes. Il faut s'adapter à l'agrès. C'est pas lui qui va s'adapter à toi. Exactement. Non, parce qu'on surtout pas le machinois. C'est fixe. Ça fait très mal en plus. C'est clair. Faut bouger. Mais même après, essayer d'amener des acrobaties sur le machinois, ça aussi, ça a été un autre challenge. Parce que du coup, j'avais deux perceptions différentes entre les acrobaties au sol que je faisais d'une certaine manière et celles que je voulais faire. Je pense typiquement à un salto avant au sol. Et un salto avant au machinois, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est la même chose. Les vrilles, ce genre de choses aussi, tout ça, et du coup, ça, il y a eu ce travail-là qui a demandé pas mal d'adaptation et d'acceptation aussi. J'étais un peu comme toi je butais un peu contre le machinois, en plus une barre en fer, donc ça faisait très mal. Ça marche pas, je comprends pas. Et en fait, ça a été un peu ce truc-là de dire, ouais, mais je connais la technique d'une vrille, je sais la faire, ou je connais la technique d'un salto avant, je sais bien le faire et tout. C'est ça. Pourquoi ça marche pas là? Et en fait, ça a été le temps de comprendre que c'est pas parce que je sais le faire au sol, que je sais le faire sur le machinois, que c'est une même chose, une autre technique, etc. Donc, voilà. Après, moi, il y a eu aussi un peu de peur, mais c'est pas du tout le sujet du podcast, qui est venu là-dedans, donc ça m'a un peu freiné, mais oui, au début, c'était deux consciences corporelles différentes, et au final, ça s'est mélangé un peu dans une seule, une seule et même conscience, quoi. Carrément. Mais c'est vrai que oui, pour en revenir à ce qu'on disait, effectivement, en fonction de ce que tu fais dans le cirque, rien que dans le cirque, qui est une grande discipline, mais c'est pas du tout les mêmes manières de voir le monde, et du coup, les mêmes manières de pratiquer, et les mêmes consciences corporelles, Ouais, c'est clair. Ouais. Et je sais plus. Pardon, du coup, je t'ai coupé Non, mais c'est pas grave, c'est une discussion, c'est un échange, il n'y a pas que moi qui dois poser des questions. Et donc, comment je vais retrouver mon fil? Oui, c'est donc ta pratique, elle t'a amené plusieurs choses et tu t'en es rendu compte après coup. Oui. T'as nourri dans ta vie en général et tu t'en es rendu compte après coup. Est-ce que ça a été facile à accepter ou pas? Ou t'es un peu tombé face à la force des choses de dire c'est en moi et donc ça a été plutôt en mode j'ai une réponse à ma question, du coup c'est hyper satisfaisant. Donc effectivement, quand il y a des trucs que tu réalises que t'es pas parfaite, que machin, des fois au début ça peut être un peu difficile à accepter, mais je crois que maintenant je suis vraiment dans ce truc de quand j'ai une question et que j'arrive à y répondre, c'est tout ce qui m'importe. Et du coup j'accepte les choses qui sont pas forcément positives, mais c'est satisfaisant. Être dans le doute de quelque chose, c'est encore plus chiant que d'avoir une réponse négative, je trouve. Parce qu'au moins tu arrêtes d'hésiter, t'arrêtes d'être dans la recherche de quelque chose, genre ça y est, les choses elles sont là, elles existent. Et encore une fois, j'adore analyser les choses. Donc quand après coup, quand je suis sortie d'une période de ma période de dépression par exemple et d'addiction, quand j'étais en plein dedans, j'étais juste je vais mal et je sais pas pourquoi et machin. Après t'as la première phase de réponse quand tu fais des périodes de soins, etc. Et puis maintenant 4 ans après, j'arrive encore mieux à analyser quelles étaient les choses qui faisaient que j'étais pas bien, pourquoi et qu'est-ce que ça induisait dans mon comportement de tous les jours, dans mon quotidien, dans mes habitudes de vie, tout ça. Et du coup, je me dis, maintenant que je sais comment ça fonctionnait, quels étaient les mécanismes, ça me permet de mieux gérer maintenant aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et j'ai un peu reperdu le début de ta question. Nous, c'était est-ce que tu l'avais accepté assez Et oui, et du coup, maintenant que je sais comment ça fonctionne, c'est plus facile à gérer et donc d'accepter que quand il y a des moments de rechute, t'es plus dans le flou de pas savoir ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe, donc ça te fait beaucoup moins peur et tu replonges moins bas, je trouve. D'accord. En tout cas, ça te permet de mieux accepter quand il y a des phases où ça va moins bien. Est-ce qu'il n'y a pas une idée
En fait, j'ai tiqué sur un truc quand tu as dit du négatif et du positif. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là que le positif et le négatif deviennent juste des valeurs et ne sont plus mauvaises? Par exemple, quand tu vas dans du Oui. négatif, c'est plus mauvais, c'est juste Ouais, une valeur en c'est fait. ça. C'est juste, C'est là, ça. en même temps, en ce moment, je suis down, C'est ça, c'est je ça. suis vers le moins, je suis vers le moins, quoi. Mais c'est pas Oui, mauvais en oui, soi. oui, oui. Non, c'est pas Ouais. mauvais. C'est pas le drame. C'est pas le drame, C'est voilà. pas la fin de ta vie. C'est ça. Et ouais, c'est Mais c'est exactement. juste une valeur, quoi. Ouais, c'est juste une valeur. Pour C'est te un situer, curseur où tu dis, bah aujourd'hui, je suis plutôt là. Ouais. Là, ces dernières semaines, je suis plutôt en bas ou plutôt super haut, mais ça va pas. Encore une fois, c'est un paramètre parmi d'autres, et ça va pas régir toute ta vie, toute ta journée. C'est pas parce qu'il arrive telle ou telle chose que bon des fois ça quand tu essayes de régler des traumatismes ou quoi, Oui. effectivement c'est très intense, machin. On cherche pas à être au niveau zéro du neutre, à être complètement insensible. C'est pas du tout être insensible, mais c'est savoir vivre avec, quoi. Ouais, c'est ça qui est important. Et donc comme tu dis, ouais, c'est un paramètre. C'est juste des valeurs, pas des mauvaises choses ou des super bonnes choses en soi, quoi. C'est ça. Ouais. Tu te sens moins impacté par les extrêmes de tes émotions. Aussi, oui. J'ai l'impression. Oui. Tu les ressens, mais mais t'impactes pas de la même vas-y, tu manière. leur fais un câlin, tu vois. Exactement. Quand ça va bien ou quand ça va pas. Oui. Genre t'es là. Et c'est dans ce sens-là où je disais du coup de l'accepter, en fait, c'est d'accepter que ça aille bien des fois, et des fois qu'en fait que ça aille pas. C'est ça. Mais il y a toujours cette image de quand quelqu'un accepte, il dit bah ça va pas, il y a un peu ce truc-là de bah il a l'air insensible, tu vois, oui. alors que c'est faux. Non, tu ressens les choses, mais c'est juste que tu sais que là t'acceptes en fait le fait que t'es dans un truc un peu moins bien en ce moment, ou un truc beaucoup mieux. Et c'est apprendre à adapter ce que tu vas en faire, les choses que tu vas faire en fonction de ça aussi. Dans l'entraînement, on en parlait tout à l'heure, on a fait tous les deux dans notre pratique des pauses, et en fait c'est apprendre à retrouver du plaisir, et quand ça va pas, et ben peut-être que je vais quand même m'entraîner, mais pas avec la même rigueur que d'habitude, mais juste pour garder une régularité, parce que c'est la régularité qui fait beaucoup de choses en fait dans l'entraînement, je pense, et dans la vie de tous les jours. Ça te permet de garder un peu le cap. Bon, des fois tu vas moins vite que d'autres, faut accepter ça, mais ça t'évite de te perdre un peu dans le ça va pas, donc je fais plus rien, donc j'arrête. Ouais, bien sûr. Et ok, il y a un jour ça va pas, une semaine ça va pas, je vais peut-être m'entraîner qu'une demi-heure, que 45 minutes, que 1 heure. Peut-être que je vais pas faire 150 équilibres, juste quelques-uns pour me dire que bon, j'ai gardé le cap. Et puis tant pis, je reviendrai en force dans 15 jours et ça ira bien mieux. Et puis là, je referai 3 heures d'entraînement et puis voilà. Ouais. Mais ouais, accepter que ça fluctue constamment. Ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un concept philo. On en avait parlé, on avait préparé un peu l'épisode, de la sagacité et de l'homme prudent dont parle Aristote, avec le fait des vertus dans l'éthique à Nicomaque, etc. Et c'est très intéressant parce que sa définition à lui de la vertu et de l'homme prudent, surtout qu'il appelle l'homme prudent, c'est une personne qui est vertueuse, mais qui le fait au bon moment, de la bonne manière. Et ça, c'est pas la vertu de la morale, c'est la vertu dans son action. Exactement. Qu'est-ce qu'il choisit de faire. Enfin, c'est un peu la pertinence, du coup, je trouve. Ouais. Mais oui, et c'est ça. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il privilégie en fait cette manière d'éthique-là, comparé à Platon, Platon disait que c'était, je veux pas te dire de bêtises, de grosses bêtises, mais je crois qu'il disait que c'était quelque chose de plutôt commun et un peu fixe. En fait, c'est quelqu'un qui est vertueux, il le sera toujours. Mais par contre, il a du chemin à y être. Alors que pour Aristote, en fait, il n'y a pas que la théorie. Il y a aussi le contexte et l'acte en lui-même. Et ça, c'est un peu important. Petit moment voix off. Effectivement, je dis de très grosses bêtises. Donc, je vais m'occuper de rectifier un peu tout ça. Alors, pour Platon, la vertu découle avant tout de la connaissance. Si on connaît vraiment le bien, on agira forcément de manière vertueuse. L'ignorance, c'est la seule source du mal. C'est ce que disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. Donc, l'approche de la vertu platonicienne, c'est une approche plutôt intellectualiste. Pour Aristote, la vertu s'acquiert par l'habitude et la pratique répétée. Donc c'est en prenant de bonnes habitudes que nous devenons vertueux. Pour lui, il ne suffit pas seulement de savoir ce qu'est le courage,
pour être courageux. Il faut aussi exercer le courage régulièrement. Aristote critique d'ailleurs implicitement son maître, qui était Platon, en insistant sur le fait que la vertu sans action n'est pas effective. S'il n'y a pas de manifestation de la vertu, il n'y a pas de vertu. Et l'homme devient vertueux par la répétition d'actes vertueux, comme on l'a dit, pas seulement par la connaissance. Donc c'est cette différence qui est cruciale. Pour Platon, connaître le bien, c'est déjà être vertueux. Pour Aristote, ça ne suffit pas. Il faut le pratiquer. Et donc sur cette rectification, je vous laisse avec la suite de notre discussion. Cette idée-là qu'on retrouve dans ce que tu es en train de dire, de trouver en fait et d'accepter que d'adapter au bon moment. Là, je me sens bien, je fais avec ce que j'ai, je m'entraîne, mais sinon je m'entraîne moins de cette bonne manière. D'où aussi la notion d'analyse dont je parlais tout le temps, exactement, de tout décortiquer, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là, pourquoi, et du coup, en face, qu'est-ce que je peux amener comme réponse pour que ça reste équilibré. Oh là là, petit trait d'humour. Non, mais c'est vachement intéressant ce que, du coup, le retour que tu arrives à avoir de ta pratique. Ouais. Je pensais pas que j'allais développer à ce point de la théorie là-dessus, mais en fait, quand tu m'as appelé pour me proposer ce projet, je pense que c'est encore une fois, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Ouais. Mais la phase de repos, tu sais, comme dans un verre d'eau, t'as toutes les petites particules qui retombent au fond. Là, le moment de ce podcast, c'est le moment où t'as tout qui redescend. Et une fois que c'est tout posé, ça y est, je peux analyser. Je vois les phrases, je vois les mots, j'arrive enfin à me poser des mots dessus. Et je crois que c'est vraiment arrivé au bon moment quand tu m'as appelé. C'est vraiment arrivé au bon moment de ma remise en question de ma pratique, etc. Et donc, je sentais qu'il y avait des choses qui changeaient là depuis 1 an ou 2. Mais j'avais pas encore posé des mots dessus, et là je crois qu'on y arrive, quoi. Donc c'est vraiment, le timing est parfait. Ah, c'est cool. C'est chouette. Mais justement, on a eu l'occasion de discuter depuis le temps, mais tu m'avais dit des choses il y a un moment, mais qui sont restées, qui m'ont marqué, que j'ai gardé un peu pour ça. Tu avais dit que le fait de faire des équilibres, c'était une manière de reprendre du contrôle sur ton corps. Ouais. C'est un peu ce que ce dont j'ai parlé au début, que j'étais vraiment une contrôle fric de ce que je pouvais faire. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu avais l'impression que ton corps était contrôlé par autre chose avant de faire des équilibres? Parce que si tu dis reprendre contrôle sur mon corps, tu vois, ça veut dire que tu avais ce contrôle, tu l'as perdu et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et avec les équilibres, tu as repris. Je pense que inconsciemment, j'ai laissé des morceaux de moi sur plein d'aspects de ma vie amoureuse, ma vie familiale, et que je me sentais un peu éparpillée en fait de partout. Pas physiquement, forcément, mais mentalement, quoi. Il y avait tout qui partait un peu dans tous les sens. Et faire des équis, c'était un peu essayer de rassembler le puzzle. Ok. Tu vois. Et ça allait en parallèle de ma thérapie, etc. Mais de rassembler un puzzle que je comprenais pas. Genre une pièce un peu floue là, je crois qu'elle va à peu près là, ça c'est ci, ça c'est ça. Et d'avoir le puzzle entier, c'était j'existe vraiment entièrement, quoi. D'accord. Je suis une personne à part entière, et je suis pas cette partie-là de ma vie ou que cette partie-là de ma vie, c'est un ensemble de tout ça, quoi. Ok. Et maintenant que j'ai mis la lumière sur tous les morceaux de puzzle, que j'ai répondu à ces questions, maintenant ça reste cimenté, ça y est. J'ai l'impression enfin d'arriver à un tout à peu près on a toujours un pétocast quelque part, tu vois. Toujours. Personne n'est parfait, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être rassemblée. D'accord. Et c'est cool. Et c'est vrai que du coup, au début de ma pratique des équis, comme j'étais vraiment éparpillée, d'avoir cette idée de contrôle, en fait, par la force, j'arrive à mettre les choses, à empiler les choses, et en fait, non, c'est pas aussi simple. C'est pas en faisant des 3x5 et des résistances au mur et de mes super exercices de Kevin. Il se reconnaîtra si un jour il écoute ce podcast. Mais qu'il n'y a pas que
les cours de force pure pour arriver à faire quelque Bon, chose. autant Kevin, il fait des équilibres. Oui, il fait des équilibres super bien placés, mais c'est vrai qu'il a développé lui la force dans les équilibres, c'est incroyable. Ouais. Kevin. Ouais. Du coup, ouais. C'est un bodybuilder des équis, je crois. Ouais. Un truc, Ouais, c'est ouais. un peu l'idée. Non, mais c'est vrai cette idée-là de reprise du contrôle de ton corps Mais en fait, m'a questionné parce que c'était la seule chose qui me restait pour me maintenir à flot. Enfin, tu veux mentalement dire parlant. reprendre le contrôle sur ton corps. Ou Ouais. Ok. C'était, en plus, quand j'étais en formation, j'avais fait, je m'étais blessée au genou. La période où je me suis fait opérer du genou, je pouvais plus me rentraîner tout de suite. Et il y avait les chantiers qui arrivaient. Les chantiers, c'était les étapes de travail à l'école quand t'es élève. Tous les 3 mois, enfin 2 ou 3 fois dans l'année, tu fais une petite présentation d'un numéro ou quoi. Et il y a une année où je pouvais pas faire d'équis, de mouvement vraiment. Et du coup, j'avais écrit un texte déjà à l'époque sur qu'est-ce que c'est les équis, pourquoi je les fais. Et il me semble que je parlais beaucoup de ce truc de ça me permet de rester en contrôle, de rester d'avoir l'impression de rester en équilibre sur ma barque, tu vois, qui avance. Et ouais, je crois que ça a été vraiment vital en fait à un moment pour moi. Mais est-ce que tu penses que sans ta blessure, tu aurais eu cette prise de conscience là? Oui, je pense, peut-être pas aussi violemment, parce que du coup là j'étais forcée à me confronter à ça. Je pense que je l'aurais réalisé un peu plus tard en continuant mes thérapies, mon entraînement, etc. Ça aurait peut-être mis plus de temps à m'arriver au cerveau. Mais ouais, là, ça a été assez une grosse claque, en fait. Ouais. Je pense. Parce que justement, j'avais pas eu le choix que de m'y confronter. Donc, voilà. C'était un peu violent. Mais je m'en suis bien sortie. Et du coup, maintenant, il y a une autre chose aussi que tu avais dit qui m'avait marqué. Oui. Que maintenant, tu essaies de faire la paix avec ta pratique. Ouais, mais c'est un peu comme on parlait des émotions négatives ou positives. Ouais. Maintenant, j'essaie de faire un big câlin à mes entraînements, tu vois. Mais genre un câlin avec moi-même, avec... il y a encore cette notion de retrouver du plaisir dans ta pratique. Ouais. Et qu'en fait, c'est pas parce que c'est ton métier qu'il faut que tu perdes le plaisir de le faire. Enfin, avant, j'étais dans ce schéma de t'as le travail et les loisirs à côté. Donc forcément, quand mon loisir est devenu mon travail, il me manquait un truc. Et j'étais bon, comment j'arrive à considérer mon travail autrement que comme du travail, et que en fait non, il y a encore une part de plaisir dans le fait de s'entraîner, de faire des équilibres avec tout ce que ça implique. Et retrouver ce plaisir là, ça fait comme tout est lié. Mentalement aussi, ça me fait du bien, ça me fait ça contribue à maintenir mon bien-être mental. Et j'avais un peu oublié ça, que ça avait des répercussions, et en fait les deux sont liés. Genre apprendre à faire de la méditation pour être bien dans ton cerveau, pour avoir une bonne séance, et puis faire une bonne séance, ça va t'aider à être mieux dans ton quotidien. Enfin, c'est un petit peu un cercle vertueux quand t'arrives à le mettre en place. Et j'ai pas envie de perdre ça. Et en fait, pour être bien dans mon travail, il faut que je sois bien dans ma peau, et du coup, que je sois bien dans ma pratique. Et je commence toujours à me défaire un peu des schémas qu'on m'a appris à l'école, et de faire à ma sauce, en fait. Parce qu'en fait, je peux faire ce que je veux. Mais ça y est, on est devenu de profs maintenant. Je suis plus avec des profs, en fait. Je peux faire ce que je veux. Et du coup, je peux me nourrir de ce que j'ai envie. Et aller vers les choses dont j'ai envie, et peu importe que ce soit pertinent ou pas, en fait, j'en ai besoin, je sens que j'ai envie d'y aller, et j'y vais. Et je me pose plus la question de non, c'est une perte de temps, ou par exemple, là, tu vois, je suis en train de m'ouvrir à la question de la marionnette, parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est un moyen d'expression sur scène qui me correspond encore mieux, de façon plus pertinente que les équis juste les équis. Et pendant longtemps, je me disais, mais en fait, non, t'es artiste de cirque, t'as été formé en tant que équilibriste, contorsionniste, donc il faut que tu gardes ce rôle-là. En fait, non, tu fais ce que tu veux dans la vie. Oui, après, tu fais ce que tu veux, effectivement. Voilà.
Donc ça a été un peu le gouffre là quand je suis sortie de l'école l'année dernière en mode oh putain, en fait je peux faire ce que je veux, comme je l'entends et c'est trop bien. Mais du coup bon, t'as la phase de j'ai l'embarras du choix, qu'est-ce que je fais, j'ai trop de possibilités, quel chemin je vais prendre. Mais une fois que t'as ce stress là qui est parti, ton chemin il se fait de toutes les petites appétences que t'as pour certaines, je sais pas moi, pour la couture, pour confectionner les marionnettes, apprendre à créer une nouvelle routine d'entraînement d'équilibre qui me correspond encore mieux. Quand tu scrolles sur Insta, tu vois un exo de préparation physique, tu te dis putain, ça je connaissais pas, trop bien, je vais essayer, est-ce que ça me correspond, voilà. Et c'est retrouver cette curiosité là dans la progression de ta pratique. Et comme je suis en train de faire la paix avec moi-même sur plein d'autres choses de ma vie perso, forcément que dans mes équipes, je me sens un peu plus adoucie. Ça se ressent, Et il y a une notion de moelleux qui me vient en tête. De moelleux et de faire un câlin, tu vois. Dans de la mie de pain, là. Ouais, genre, t'es en mode, oh, c'est trop mignon. Genre, c'est de la petite brioche, là. Oh, oui, c'est cool. Vraiment. Et du coup, hors pratique, même sans trop dire de ta vie perso, de ce que tu veux pas dire, mais est-ce que tu t'accordes plus de loisirs? Ouais. Et c'est pas, alors, j'ai eu cette phase de, faut que je fasse un loisir, il faut que j'en fasse pour que ça aille mieux. Mais du coup, c'était une obligation. Ok. Là, depuis quelques semaines, je sens que je le fais naturellement, sans me mettre la pression de, tiens, par exemple, je fais de la couture ou je fais du crochet. Il faut absolument que j'ai un produit fini qui soit parfait et qui soit utilisable et qui serve à quelque chose et tout ça. En fait, non. Vraiment. Il y a un peu ce truc, dans les loisirs qui ont pas d'utilité concrète, qui produisent pas un objet à la fin. J'adore les jeux vidéo et creuser des trous dans Minecraft pendant 3 semaines, 1 mois. Non mais attends, dernièrement, j'ai creusé un trou ça m'a pris 1 mois et le truc il est tellement grand que même la map elle a pas le temps de charger, tu vois pas le fond du trou, tellement c'est immense. Ok. Voilà. J'ai repris Minecraft aussi dernièrement. Ça n'a aucune utilité, vraiment aucune utilité dans le jeu, aucune stratégie, rien du tout. Bien sûr. Mais je sais pas, j'ai passé un moment à me vider la tête et sans que ce soit une obligation, une injonction au bien-être, il y a ce truc-là aussi. Genre il faut aller bien à tout prix, donc faut faire des trucs qui te fassent du bien, mais en fait tu tombes dans un cercle plus stressant qu'autre chose. Oui. Et là je recommence depuis le printemps là en fait, à respirer, à revivre. T'es pas obligé. Des fois, en fait, c'est bien de glander. Mais du coup, je me rends compte que je glande plus pendant 4 jours. Et parce que j'avais tendance à rester dans mon canapé beaucoup et à culpabiliser de justement rien faire. Et maintenant que j'ai compris que rien faire, c'était utile, autant que d'avoir des loisirs que de travailler, je passe plus 4 heures dans le canapé. J'adore ces moments-là, mais je ressens plus le besoin d'y rester. Et dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'arrête de réfléchir, est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que je le fais pour le travail, est-ce que je fais pour... Enfin, bref. Mais à rater ce bavardage mental là. Ça a une utilité, si ce n'est autre que de te transformer toi-même et de le faire pour toi-même et de te faire plaisir. Et ça fait penser à 2 concepts dont j'ai parlé dans un autre épisode avec un autre invité sur la technique. Justement, on a abordé un peu cette idée-là de la technique. Qu'est-ce que la technique? Il y a une technique qui va servir à la création, par exemple, d'un numéro, etc. Et j'ai fait le parallèle avec un autre concept qui vient d'Aristote. En même temps, il a tellement écrit ce monsieur que voilà, qui est il distingue lui la poiesis de la praxis. Ok. Et en fait, pour lui, poiesis, c'est l'action en vue d'une production de quelque chose. Ok. Par exemple, un forgeron qui va forger une épée, il fait de la poiesis. Okay. Et par contre, la praxis, c'est une action personnelle en vue de faire qui n'a pas un produit extérieur, mais qui vise à une transformation, à s'épanouir soi-même. Oui, c'est ça. C'est un ça, truc en fait, vraiment plus intérieur. Plus somatique. Et donc, du coup, lui, il a toujours... Aristote, il a beaucoup valorisé la praxis. Okay. Parce qu'elle met en... Comment j'avais dit ça? En fait, elle est reliée à notre façon de vivre. Oui, carrément. Et donc, comme il avait écrit ça dans Éthique à Nicomaque, à notre manière d'être et d'être éthique, la vertu, mais... Au final, tu vois, creuser un trou dans Minecraft, effectivement, ça a aucune... D'ailleurs, je me suis remis à Minecraft dernièrement, un peu vite. Ça n'a aucune utilité pratique dans le sens
je vais pas vivre avec ça, je vais pas, c'est Non. pas mon Puis travail. même dans le jeu, ça te Même sert dans à le rien. jeu, ça sert à rien. À part creuser du diamant peut-être et avoir D'accord, un peu mais, des obsidiennes pour c'est un pouvoir peu aller dans le nether, mais bon, ça parlera à qui C'est jouera à un peu la Minecraft. cerise sur le gâteau, mais c'est pas le but, quoi. Mais c'est sûr que ça n'a aucune pratique, à part si c'est juste te faire kiffer en fait sur le coup, C'est son ça. manga quoi. C'est ça. Et ça pour le coup, ça a cette utilité là. Ouais. Et donc c'est la différence Carrément. que lui il met entre praxis et poésie. Mais, et puis ça fait constamment évoluer aussi ton rapport au monde, comment tu te places par rapport aux autres, à ce qui t'entoure et tout ça. C'est ça. T'acceptes aussi, tu fais aussi C'est ce ta qui te fait du bien et tu fais ce qui te fait moins de bien. Ouais. Comme quand tu changes de coupe de cheveux, bah, tu changes un peu une façon de voir les choses, je trouve. C'est hyper intéressant. Il y a aussi un peu cette idée que en société, du coup, tu sauras plus facilement, peut-être aisément, dire « Ah ben j'ai pas envie de faire ça ». Oui, et imposer un peu tes choix, tes limites. C'est ça. On te dit « Ah viens, sors, carrément. on va aller… » Ben j'ai pas envie de sortir là aujourd'hui, j'ai envie de rester tranquille. Voilà, il y a ce truc-là d'assumer que t'as pas envie. Non. Là, et sans sortir des... Ah non, j'ai un autre truc à faire. Voilà, sans sortir des excuses. Déjà. Et dire, bah non, je suis pas en phase avec ça. Et voilà. Ouais. Et je trouve que du coup, ça a des répercussions sur les autres aussi. Enfin, il y a une espèce de truc de thérapie de groupe. Enfin, c'est assez... pas pédagogique, mais... Ah, j'ai perdu le mot. C'est assez stimulant de... Quand t'es dans un cercle de personnes avec lesquelles tu te sens bien, tu vas faire des tests un peu comme ça, de temps en temps. Tu te dis, putain, je viens de réaliser telle chose, je vais arrêter de donner des fausses excuses pour pas venir, par exemple. Puis quand tu vois que eux, ça leur change rien à leur vie et qu'ils te font pas de réflexion, tu te dis, bon, bah alors je vais aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et puis après, quand t'en discutes avec tes potes, ils disent, ah bah oui, bah du coup, j'ai vu que tu commençais à être un peu comme ça. Moi, c'est vrai que ça m'a fait poser des questions. Donc, et du coup, c'est un peu ce truc-là dont on essaye enfin, quand t'es avec les bonnes personnes qui sont réceptives à ce genre de questions, du coup, on s'entraîne un peu les uns les autres à communiquer différemment, à faire des choses autrement. Et... de faire preuve d'honnêteté avec les gens, même tes amis proches, du coup. Oui, c'est ça. Une vraie relation amicale. C'est ça. Si c'est ton ami, mais tu lui mens parce que t'as pas envie de sortir, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dommage, quoi. Tu pourrais lui dire, bah non, j'ai pas envie, ou non, là, tu me saoules, ou là, ouais, ok, d'accord, enfin. Économie d'énergie. Ouais, économie d'énergie, déjà. Et surtout, il y a cette idée-là aussi d'être moins dans la projection de scénario ah, mais si je dis ça, il va me juger, il va penser ah non, mais attends, faut pas que je fasse ça. Et donc, du coup, en fait, ça crée une espèce de faux semblant de stress, qui s'installe. Et tout le monde est un peu guidé par ça. Et au final, tu te retrouves dans des situations que t'as pas voulu, quoi. Alors que t'es honnête dès le début, ou voilà, tu dis, bah, tu sais. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Exactement, il y a pas cette ambiguïté-là. Il y a plus cette notion d'ambiguïté. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est appréciable. Ah ouais. C'est appréciable de pouvoir être détendu. Mais déjà, et puis de pouvoir aussi, au final, créer une relation où si on te dit, bah, là, t'as déconné, que ce soit pas un drame, en fait, que tu puisses le recevoir en disant, ah ouais, c'est vrai, ok, bah, vas-y, explique-moi en quoi j'ai déconné, viens, on discute. Une vraie bonne relation amicale ou amoureuse, ou une relation sociale, en fait, humaine. Et ça, c'est vrai que c'est tellement bien. On en revient encore à la question d'apprendre à se remettre en question et d'arriver à ce truc-là. Déjà, ça passe, je pense, par là. Prendre conscience des choses. Voilà. Il y avait, sortir une petite phrase philosophique, il y avait Socrate, au moment de son procès, que Platon relatait dans l'Apologie de Socrate, on lui disait, on reprochait d'être philosophe, concrètement, et d'embêter tout le monde avec plein de questions. Il y avait beaucoup de gens qui se prétendaient savants, sachants. Oui, je vois. Et du coup, lui, après discussion, il disait, mais moi, je sais rien. Et au bout de la discussion, il posait plein de questions. Et à la fin, il paraissait un peu comme le mec qui savait, mais en fait, il sait rien. Et juste que lui, il disait, bah, moi, à la différence de toi, j'ai jamais dit que je savais. Oui. Que j'étais arrivé à un but. Je n'ai jamais dit que je savais quelque chose sur ça, alors que toi, tu l'as dit, au final, après examen, il s'avère que non. Et on l'a reproché, on l'a mené en procès pour ça, etc. Et on lui disait, eh ben, on peut te faire une fleur, parce que ce qu'il attendait, c'était la peine de mort. On lui disait, on peut t'enlever ta peine de mort si seulement tu acceptes de ne plus faire ce que tu appelles philosopher. Okay. Et la réponse de Socrate, ça a été, une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Mais
Mais je suis un peu dans Voilà. ce truc-là. Et pour lui, c'était impossible parce que il fallait qu'il fasse ça, quoi. Il fallait qu'il puisse se poser des questions, qu'il puisse poser des questions aux gens, et c'est ce qu'il appelle une vie non examinée, une vie examinée, quoi. C'est ça. Donc, c'est En fait, important. c'est tellement riche intérieurement que je trouve Ouais. ça trop dommage de se couper de son soi. Son soi, ouais. Son moi. Je sais plus comment Moi ça au s'appelle. soi, bah, il y a les deux. Il y a les deux. Attends, je sais, un je sais spécialiste Mungia à côté, si tu veux. Je sais que les cours au lycée sont un peu loin de philo, mais Ouais, mais il y a cette il y a idée-là le truc du du subconscient, de c'est ça. l'inconscient, du moi. Ben, il y a l'idée du soi et du moi, voilà. Donc, il y a toujours un carrément. dialogue entre Ouais, les deux, c'est ça. mais c'est riche, oui. Et en fait, c'est quelque chose de très marrant parce que quand tu es un peu dans cet examen de toi et de cette remise en question, tu sens qu'il y a quelque chose de flou que tu n'arrives pas à expliquer, mais tu as l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose de riche et de profond à l'intérieur de toi. Ouais, et tu sens que tu peux avoir de vrais dialogues avec quelqu'un, c'est clair. si je puis dire, qui est à l'intérieur de toi. Mais quand tu expliques aux gens, tu as l'impression d'être un taré. Un grand fou malade. Un grand malade. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu fais face à des gens qui sont pas sur un même niveau de prise de conscience, des fois, tu rames de ouf. Ah ouais, Et il faut apprendre à... Ben, tant pis, il arrivera pas à... Enfin, dans l'instant T, ben, la discussion, elle pourra pas aller aussi loin que t'as envie, et tant pis. Ça marchera Des pas. fois, ça revient quelques années après, en mode, ah bah tiens, je crois que j'ai compris ce que t'essayais de me dire il y a 3 ans. Ouais. Et tu te dis, ah cool, maintenant on va pouvoir échanger. Et donc là, t'as la conversation stimulante que t'attendais. Ouais, trop bien. Ça y est, j'ai ce que je veux. Ça, c'est clair. Oui, j'ai eu ce moment-là avec un autre acrobate avec qui j'avais travaillé, Saïd. Ouais. On avait eu... Attends, mais qui fait du machinois aussi. Oui. Ouais, on avait eu des moments de travail où moi j'étais un peu en questionnement sur... en fait, on fait notre métier, mais à quel prix on fait notre métier? C'était surtout pour le fait des blessures et quand t'es sur scène, c'est un rythme et un temps, quoi. Et donc, du coup, des fois, les blessures, c'est compliqué à gérer. Il y en a qui vont le gérer plutôt bien, entre guillemets, qui vont prendre des pauses, qui vont assumer. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils vont se dire, non, mais c'est une blessure, c'est rien, c'est maintenant, il faut tout donner, etc. Ouais. Et peu importe, coûte, quoi. Ouais, et Saïd, de par le fait que lui, il ait fait ses études de cirque et il l'a appris au Maroc, qui est encore un pays, des fois, un peu trop exigeant à ce niveau-là, sur les blessures, et que, en fait, non, on s'en fiche de la blessure, il faut y aller. Ouais. Et on avait discuté de ça, et je lui avais dit cette phrase, je dis, à quel prix on fait ce qu'on fait? Et c'est resté, et un jour, il était en tournée, je crois, 1 an après, il était en tournée, et un jour, juste, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai pensé à toi. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, j'ai joué dans un endroit, on m'a mis un sol pas très bien, j'étais fatigué et tout, et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? À quel prix je fais ça? Je dis, ah, voilà. Tu vois, il y a des trucs comme ça, quand tu fais des rencontres, il y a des trucs qui te restent en tête. Ouais. Et tu te dis, pourtant, c'était pas une phrase choc. Ouais, c'est ça. Rien. Mais il y a un truc qui te fait C'est ça. Et ouais, ça peut prendre des années, mais il y a un moment où tu comprends, en fait, ce qui se passait. Oui, il y a une phrase qui m'est restée. J'étais rentré en école de cirque. C'était quelqu'un qui m'avait dit, pour être soi, il faut être quelqu'un d'autre. Oula. J'ai compris cette phrase, je crois, 4, 5, 6 ans après être sorti. Je vais essayer de méditer là-dessus parce que... Pour être soi, il faut être quelqu'un d'autre. Ouais. Ça reste très flou, là, dans mon cerveau. Mais moi, j'ai compris ce truc-là de... Oui, t'as réussi à comprendre parce que, du coup, je suis passé par cet examen, je suis passé par une phase aussi de vraiment de dépression, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que... On en parlait un peu, mais qu'au final, quand t'es avec les autres, t'es jamais toi, parce que tu te mets toujours des barrières, des filtres de non, il faut que je me mette bien pour la norme, pour le respect, pour ci. Okay, et donc, en fait, au final, t'es jamais toi. Non, ok, ça y est. Et ton vrai toi, c'est quelqu'un d'autre, de celui que tu donnes en image aux autres. Et après, ça va encore plus loin dans du principe psychologique et en ça. Mais j'avoue que cette phrase, elle était restée en moi. Okay. Et je crois que j'ai compris son truc, je crois 4-5 ans après l'avoir entendu, quoi. Qu'est-ce qui s'est fait? Ok. C'est incroyable. Pour être toi, il faut être quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. C'est fou. Incroyable. Ça bouleverse. Terrible. Ça y est, elle va rester, elle va plus dormir de la nuit, elle va m'appeler dans 3 mois. J'ai enfin compris. Non, mais je vois là déjà un peu où tu vas en venir en vrai. Et encore ce truc de... Enfin, encore.
Il y a le moment où tu entends une phrase qui te fait un peu tiquer, le moment où tu dis d'accord, je vois où on veut en venir, et après il y a le moment où tu le ressens et que tu le comprends. Et là tu dis d'accord. C'est différent de ce que j'avais compris quand on m'avait dit. C'est ça. Genre tu reçois l'idée, tu dis oui, d'accord, je vois où tu veux en venir, et après tu dis ok, c'était ça en fait. Ah ouais. Non, mais c'est quelque chose d'intéressant et je pense qu'on va pas tarder à conclure, on peut conclure là-dessus. Mais moi, j'ai un peu l'impression que maintenant, j'en suis à une période de ma vie où je suis en train de chercher l'équilibre. Je crois que je vois où tu veux en venir. Je suis en train de chercher une paix. Vraiment, j'ai la paix et je Hashtag maître Fifou. Ouais, c'est ça. Je vais devenir un moine bouddhiste. Devenir un moine. Non, mais j'ai un peu cette sensation-là, en fait, j'ai compris que je devais être honnête avec moi-même, que je devais accepter les moments où je tendais vers la valeur un peu plus, vers des valeurs négatives ou des valeurs positives, en fait. Et donc, toujours de trouver un équilibre en quelques situations, de dire, ok, aujourd'hui, je me sens à peu près à tel endroit. Donc, je vais gérer en tant que, comme ça, quoi. Et c'est ça que j'appelle une espèce de paix, en fait, de trouver une espèce de paix intérieure, quoi. C'est ça. Et de contempler les choses et de plus, il y a cette notion de contemplation. Plus jeter de l'essence sur le feu et de dire, mais pourquoi il continue à brûler? En fait, derrière, tu jettes de l'essence, quoi. Et laisse-le juste brûler et accepte-le et juste assis-toi à côté du feu et regarde-le. Moi, c'est comme ça maintenant que je construis un peu. Est-ce qu'à peu près pour toi, c'est beau. Est-ce que c'est à peu près, ce vers quoi tu essaies de tendre ou... Ouais, il y a un peu une part de... J'ai bien aimé que tu parles de contemplation. C'est un peu ce truc-là. Contemplation et j'aime bien mon idée de câlin aussi. De douceur un peu dans ce monde de brut. Non, mais... Ouais, t'as l'impression de devenir un sage, quoi. Genre vraiment... t'es apaisé. Pardon, hein, mais c'est maître Chifou. Ouais, mais c'est l'image qu'on a d'un sage. C'est un peu le truc de... malgré tout le tourbillon qui se passe, en fait, ça y est. C'est l'image qu'on a d'un sage en général, c'est calme, c'est posé, en fait. C'est construit, c'est solide. Ça a gagné en solidité. Et c'est pas que le sage ne ressent pas. Non, pas du tout. Au contraire, c'est juste qu'il apprend à... Mais il y a encore une fois cette notion de stabilité. Et donc d'équilibre. Enfin, vraiment, qui arrive. Et... je voulais un peu préciser un truc tout à l'heure. Dans la pratique des équis, je crois que j'ai compris que c'est pas la figure en soi qui est le but à atteindre. C'est con, hein, c'est un peu gnangnan peut-être, mais c'est vraiment le chemin qui compte. Et c'est le fait de cheminer qui est, je trouve, plus enrichissant que la figure à atteindre, que le résultat. Et je crois qu'en fait, il vaut mieux continuer de cheminer que d'atteindre un but. Parce que tu pourras toujours chercher à faire mieux que la figure précédente, à faire plus impressionnant, etc. Mais je pense que le but, c'est vraiment d'arriver à grandir personnellement dans ta pratique. Et du coup, il faut continuer d'être en mouvement, de continuer de chercher des trucs, de poser des questions. Et je vais arrêter bientôt la métaphore, mais quand t'arrives au sommet de la montagne, t'es arrivé, il y a plus rien, tu peux plus aller au-dessus. Qu'est-ce qui te reste une fois que t'es en haut, en fait? Une autre montagne beaucoup plus grande. Il y a un moment, on vit dans un monde fini. Enfin, je veux dire, physiquement, on peut pas dépasser la stratosphère à moins d'apprendre une fusée, tu vois. Oui, bien sûr. mais je sais pas comment dire. C'est bien de rester dans un chemin et d'osciller entre les deux extrêmes, positifs ou négatifs, mais de garder cette stabilité-là. Comme tu dis, être sage et posé à côté du feu et pas foutre les pieds dedans toutes les 5 secondes. C'est pas un but à atteindre. Ça veut plus rien dire ce que je suis. Non, mais oui, le plus important, c'est pas forcément le but. D'avoir le plus mais c'est le chemin. Le plus grand, ouais, c'est d'avoir le plus important, c'est le chemin que tu prends pour. C'est ça. Pour ce but, même si le but reste ce que tu veux atteindre, le chemin est tout aussi important que le but, quoi. C'est ça. Et donc il faut même plus important, je trouve. Plus important. Après, c'est mon avis perso. Mais en fait, comme tu avances, en fait, ça s'imbrique dans tellement de cases de ta vie que du coup,
savoir faire un bras, c'est cool, Ouais. mais l'apprentissage pour arriver au un bras, ça va aussi avoir d'autres répercussions sur ma vie de tous les jours. Alors que faire un bras, pour Oui, aller c'est pas, conduire une voiture, ça ne sert à bien rien, sûr, tu vois. ouais. Enfin, Ouais. c'est chouette, c'est impressionnant, et puis ça s'arrête là. Ok. Que d'avoir, enfin, ça déroule tout l'échange qu'on a eu depuis le début entre le mental et le physique sont liés. Ben ouais, comme ça a des répercussions sur ton mental, sur ta vie de tous les jours. Oui, bah oui. Oui, au Voilà. final, pour toi, la pratique des équilibres, c'est un continu- moyen d'introspection aussi Ouais, et c'est ça. de C'est cheminement et de remise continuer en qu'il y a question. un Quoi. processus en marche et beaucoup d'introspection, ouais, ça c'est certain. Ça, c'est quelque chose C'est d'important. vital en fait. Enfin, de mon point de vue. Hein. Non, mais je Je pense qu'on trouve. peut affirmer que c'est vital, Je quoi, trouve. parce que ça te permet de savoir comment être dans la vie et comment Ouais. te maintenir, te C'est poser. clair. Et voilà, c'est ça, c'est hyper important. Ouais. Et après, je pense que quelle que soit la pratique que tu fais, Mhm. sportive ou même non sportive, parce que ça peut être par exemple musicale, en peinture, le fait que ta pratique devienne un moyen d'introspection personnelle, je pense que là, c'est quelque chose d'important. C'est là où tu te rends compte que, ah ouais, j'ai trouvé le médium Exactement. pour arriver à voir ce qui se passe en moi. C'est ça. C'est comme quand tu fais de la méditation, t'as l'impression que tu vas aller vraiment dans la profondeur des choses, mais en fait, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire de la méditation, et pour eux, c'est faire du yoga. J'arrive pas. Ouais, j'ai découvert une petite appétence pour ça, en vrai. Parce que c'est un peu comme dans les équis, t'es pas statique, mais t'as compris. Ouais, moi, ça C'est dépend mobile. comment je le fais. Ouais, j'aime bien. Je me suis rendu compte qu'il faut que je bouge, Ok. mais très lentement. Ok. Des mouvements très lents et je peux pas rester, par exemple, assis et juste fermer les yeux et respirer. Ok. J'ai beaucoup plus de mal. Il faut que le fait de me faire des mouvements, ça me permet de canaliser un ouais, peu je vois. le flot de pensée. Je vois. Donc je fais pas de la méditation assis, je fais beaucoup de méditation debout par contre. Ah, moi, j'en fais beaucoup. Soit dans le fauteuil, donc à demi allongé, soit complètement allongé. Ok. Je crois que j'ai associé ça un peu à, tu sais, les fins d'entraînement Ouais, où avec, on te dit qu'est-ce avec qui se passe. Lydie. Avec Lydie. Examinez comment votre corps est posé. Gros cœur Mais sur oui, toi, on Lydie. t'aime Lydie. On t'aime, Merci Lydie. beaucoup. Mais ouais, Euh, examinez comment le corps est posé. C'est tout ça, ça ouais. qu'est-ce que tu ressens Ouais. sans chercher à modifier tes sensations, mais juste à mettre un peu de conscience dans ce qui Ouais, s'est passé exactement. dans ton corps pendant la séance d'entraînement, etc. Mm. Et bah du coup, je kiffe retrouver cette position-là allongée pour faire la méditation. Voilà, petit tips. Chacun sa méthode. Chacun sa méthode. Oui. Chacun sa méthode. Bien alors, merci beaucoup. Mais merci à Tu veux toi. rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin? Non, je crois pas. Je crois Non, qu'on a fait on a à bien- peu près le tour, mais On a bien que déroulé. ça, c'est très stimulant pour moi cette expérience. Bah, Et du coup, ravi, je te remercie parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait poser des mots sur Ouais. ce que j'étais en train de vivre et que j'arrivais peut-être pas encore bien à identifier. Et ça m'a fait replonger dans des vieux cours de fac. Et en fait, je crois que j'ai kiffé aller fouiner dans mes cours et reprendre des notes et me dire, ah, punaise, en fait, ce que je pense, en fait, on l'avait déjà travaillé. Ouais. Enfin bref. Reconnecter plein de mondes Oui, bah différents. Comme quand tu découvres une nouvelle map ou quand tu prends Ouais. un nouveau chemin pour aller chez toi et tu te dis, ah, mais en fait, j'allais Je dans peux tel passer par quartier. là. Mais en fait, voilà. Là, c'était un peu ça qui s'est passé. J'ai un peu agrandi ma carte mentale et c'est trop bien. Et voilà, j'ai kiffé ce moment. Merci. Donc, je te remercie Ravi beaucoup. que le projet te stimule à ce point. Ah, de ouf. Ça fait plaisir. Je pensais pas à ce point. Mais C'est vrai ah ouais. Non, Ouais, non. merci, parce que ça a été un Franchement, ça a superbe été trop échange. chouette. Superbe échange bien enrichissant. Trop cool. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. À tout bientôt. À tout bientôt. Bon, à tout à l'heure. Hein. Non, mais c'était pour faire genre le podcast. Le podcast et tout. On est se dit terminé. bonjour, au revoir. et tout. Au revoir. Au revoir. On se tient au courant, on se s'appelle, tient- on se fait une bouffe. Merci beaucoup Laure pour cet échange. J'aime cette idée que l'équilibre, c'est pas seulement tenir immobile, mais accepter de bouger en permanence. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. Bon, avant de vous quitter, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Cet épisode devait sortir il y a un moment déjà. Le montage était prêt. Mais j'étudie beaucoup pour préparer un concours exigeant et j'ai clairement surestimé, ou sous-estimé, au choix,
et la charge de travail que ça requiert. De base, c'était de tenir un épisode par mois. C'était trop ambitieux. Donc voilà, je suis honnête avec vous, les prochains épisodes risquent d'être en pause jusqu'à cet été. Le temps de passer le concours, de souffler un peu, et surtout d'avoir le temps de lire des bouquins, de trouver les invités, de réfléchir à des questions, d'échanger avec eux, le temps d'enregistrer aussi. Ça demande pas mal de temps, pas mal d'organisation. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les autres épisodes, à m'envoyer vos questions, vos réflexions, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi, pour cet épisode-là, à m'envoyer vos réflexions, vos questions, pareil, je prendrai le temps d'y répondre. Encore un grand merci à Laure de nous avoir accueillis chez elle et d'avoir joué le jeu du podcast et de la discussion, c'était très agréable, merci beaucoup. Je vous mets en description les liens de ces réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aller suivre son travail, qui est super. Merci de votre patience et je vous dis à bientôt.